Émission 831. Cette semaine, Wolverine Sneak. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres peuvent légalement boire avec leur show. Parce qu'il a 18 ans aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant. Le premier, il le cache bien, mais il est le Gambit à notre rogue. Simon Chénier est avec vous. Salut, Simon. Allô. Est-ce que Bonne année. Question là, philosophique importante en commençant 2024. Simon, est-ce que Gambit est ce qu'on appelle un fuckboy ou un bon amant pour Rogue? Ça dépend des époques. Ça dépend des époques, hein, c'est ça. Je te dirais que présentement, c'est plus un bon parti, mais ils vont bien. Ça se passe bien. Ils se complètent bien pour l'instant. Ils ont une bonne passe. Ouais. Okay. Tu sens qu'ils s'aiment vraiment. C'est Ross puis Rachel saison 2, là, tu sais. Si tu veux, là. J'écoute Friends c'est ta fixation de Friends. Je fais juste consommer du Friends en ce moment puis me dire à quel point c'était non bien drôle. C'était bien beau les années 90. Finalement, il y a de la merde dans l'époque. Donne envie de vivre avec eux là, dans leur esti d'appart par rapport impossible, pour la ligue, c'est ça. Ouais, absolument. On est déjà pognés dans nos apparts par rapport trop cher à Montréal. Fait qu'imagine à New York, c'était quelque chose. Le dernier commande la plume comme il le manie, comme Thor manie le Mjolnir. Gauthier Langevin est de retour. Salut Gauthier. Merci Benoît de nous avoir envoyé le message hier ou en fin de semaine que ça faisait 10 ans que True Detective était sorti. C'est vraiment super. Oui, je savais que ça allait te faire réagir. Mais là, il y a la nouvelle saison, la saison 4 avec Jodie Foster qui vient de sortir, là. Elle vient de commencer. Ouais. Donc, là, on parle de la première saison. Là, on parle de la première qui nous a beaucoup marqué. En tout cas, pas Simon, là. Je pense qu'il l'a pas écouté encore. Non, mais ça veut dire que ça fait aussi 10 ans que j'ai écouté pour la première fois Terre humaine. Oui, c'est vrai, parce que toi, c'était l'antipoison à notre True Detective. Tu te tapais... Ouais. Puis il y a un podcast qui existe. On n'a pas fait, nous autres, notre bord. Vous n'avez pas de podcast Terre True Detective. C'est ça, ouais. Mais ça ne nous rajeunit pas, là. Ça fait 10 ans, Caroline. C'est terrible. T'as-tu essayé d'écouter la saison 2 de True Detective? Même pas. C'est très décevant. C'est très décevant. La 3, il paraît que ça va mieux, par contre. Mais Nick Pizzolatto est pas impliqué dans la 4, si je me souviens bien. Il est juste comme un genre de producer, là. Puis il était sur la 3? Il était, je crois, sur la 3, mais minimalement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, étrangement, là, ça paraît pas quand tu écoutes la première saison de True Detective, mais Nick Pizzolatto puis le réalisateur dont le nom je m'échappe, là, Fukuyama, là. Ah, je me rappelle pas. Ah, mon Dieu, en tout cas, les deux clashaient beaucoup. Donc, il n'y avait pas la même vision, mais ça fait que ça s'est comme équilibré. Puis, ultimement, on a eu quand même pratiquement, c'est 8 épisodes la première saison? C'est comme 8 films, là. Et dans la 2, il a quitté. Et c'est juste Pizzolatto qui est resté, qui lui était un auteur à la base. C'était pas quelqu'un qui avait travaillé beaucoup en télévision. Il était vierge dans le domaine télévisuel. Et là, il y a eu comme un totalement débalancement. C'était juste ses idées. Puis, il n'y avait pas des réalisateurs qui étaient là chaque semaine. C'était plusieurs réalisateurs pour faire plusieurs épisodes. Donc, ça s'est débalancé. La 3, je pense que Nick Pizzolatto est impliqué, mais pas comme... genre, il n'y avait pas les mains dans tous les pots, là. C'est paraît que c'est mieux, mais je ne l'ai pas écouté encore, malheureusement. Il n'était pas impliqué dans Terre humaine. Puis, non. Terre humaine, là, à chaque épisode est meilleur que l'autre. Y a-tu du symbolisme? C'est-tu le Yellow King qui est derrière la porte, l'épisode de la fenêtre, c'est ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Bon. Ouais, c'est la même chose. C'est la même affaire. Même combat. Oui, on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin tantôt, qui va se joindre à nous. Puis je l'ai mentionné, aujourd'hui, ça fait 18 ans que le podcast existe. Ouais. J'ai pas plus d'affaires à dire par rapport à ça. J'ai juste comme réalisé ça la semaine passée. Je fais oh shit, man, c'est vrai que c'est 18 ans de podcast. J'aimerais avoir des mots. Gauthier, t'es auteur, toi. Sors donc des mots là, qui sont éloquents, là.
Fierté, certitude d'avoir commis du travail honorifique et louable. Gratuit, oui. Amitié. Oui, bon moment. Fondation de grands moments de radio. Oui, OK, c'est bien. On va fider ces mots-là dans ChatGPT, puis ils vont nous sortir une belle phrase hyper générique. Ben non, c'est ça. Puis toi, la semaine prochaine, je pense que Gauthier, tu vas être à Angoulême, ça se peut-tu? Ou c'est ça s'en vient vite, là. Parce que Jake m'a dit qu'il partait à Angoulême, puis j'ai réalisé que vous aviez tous un voyage de prévu là, pour le festival de BD d'Angoulême la semaine prochaine. Ben oui, c'est ça, on est une gang à partir. Tu disais, ça fait 18 ans qu'on fait ce show-là. Moi, c'est la première fois en 18 ans, justement, que je vais à Angoulême. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le festival le plus populaire de bande dessinée d'Occident, disons, là, parce que c'est difficile de comparer avec les comiquettes en Asie, là, mais c'est un festival qui regroupe à peu près 200 000 visiteurs. Là, c'est énorme, c'est une grande célébration de la BD. Oui, la ville d'Angoulême en France se transforme en festival. Là. Donc, il y a plusieurs tentes un peu partout dans la ville avec différentes thématiques. Donc, il y a des tentes pour les bandes dessinées du Nouveau Monde, là, qu'on appelle. Donc, comic book et BD américaines et québécoises et canadiennes. Il y a de plus en plus de mangas. Il y a une tente qui est réservée maintenant là, à la bande dessinée venue d'Asie. Donc, il y a des méchantes expos qui vont être qui sont présentées. Je sais que l'année passée, ou il y a 2 ans, c'était Attack on Titan. Là, on a. Oui, je pense que Laurent Boutin avait assisté à cette expo. Oui, il nous en avait parlé d'ailleurs. C'est vrai, à son retour, c'est vrai. Ouais, il va avoir. Ça, je suis sûr que vous connaissez ça. C'est de la BD franco-belge. Il va avoir une expo sur Requiem, Chevalier Vampire. Ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. Qui est comme une espèce de maniaque du dessin gothique avec plein de détails. Il dessine genre des armées là, qui se rentrent dedans là, avec comme 5000 hommes de chaque côté. Ça risque d'être quand même assez impressionnant à voir en original. Fait qu'on on a super hâte. On est comme 7. Tu montes là avec qui? Je prends l'avion avec Jake. Oh boy. T'as-tu déjà vu Home Alone 2? Oui, c'est ça. On va avoir des histoires à raconter. C'est sûr. Oui. Beaucoup d'histoires. Oui. Cab vient avec nous. Il y a Caroline Laverne, qui est l'autrice de... voyons, j'ai un blanc juste pour... on va le trouver tantôt. Le film de Sarah. Il y a Bac qui vient avec nous, qui est l'autrice de Tant pis pour les likes. Il y a Paul Bordelot, qui est l'auteur de Hippo, qui vient avec nous. Mon collègue Renaud nous accompagne aussi. C'est vrai. Puis, en fait, on est autant parce que cette année, il y a le Canada qui est mis à l'honneur. Donc, on va avoir, nous aussi, un chapiteau pour les auteurs de bande dessinée puis les éditeurs du Canada. On a plusieurs conférences puis rencontres avec d'autres éditeurs pour la vente de droits. Cool. Oui, on a vraiment hâte. Puis notre ami Laurent Billot nous accompagne en plus. Oui, ceux qui suivent le show depuis longtemps. Oui, ça c'est qui, notre auditeur français? Donc, on a communiqué avec Laurent puis il a dit de venir nous voir pendant le week-end. Fait on risque de passer le week-end du festival avec Laurent. Ah, Colin. Il a essayé de me convaincre là, de m'acheter des billets pour venir avec vous autres. Et j'étais comme... Je viens de commencer une nouvelle job. Là, je peux pas leur dire « Hey, je m'en vais de façon random pendant 1 semaine à un festival de BD en Europe. » On va faire comme d'où tu viens de rentrer. Là. Ça fait même pas 2 mois que t'es là. Fait qu'on va revenir... on va vous raconter ça. Ah oui, ça risque d'être intéressant. Puis, ça va être divertissant, je pense. Mais pour les gens qui, justement, on a quand même quelques auditeurs, auditrices en Europe, où on va pouvoir vous trouver, il y a une tente du Canada, c'est ça? Oui, il y a une tente du Canada qui est sur, pour ceux qui connaissent un peu le festival, là, c'est sur la rue Hergé, donc c'est vraiment au centre. À côté de la ruelle Milou. Oui, c'est ça. C'est rue Hergé, proche de l'hôtel de Leville. Ça va être je pense que c'est la tente numéro 25 ou 27. Okay. Je ne veux pas induire les gens en erreur. Pour représenter Francois une nouvelle adresse. Oui, exact. Excellent. Allez voir Gauthier puis la gang. Ça serait vraiment malade que des auditeurs et des auditrices aillent vous voir. T'sais, ça arrive ici au Québec, là, dans les salons puis dans les Comic-Con, ce genre de choses-là, mais en Europe, je pense pas que c'est arrivé encore. On verra. La suite nous surprendra. Excellent. On commence ça?
On va commencer ça. C'est ça. Veux-tu y aller, mon Simon? Commencer les premières nouvelles de 2024. Du 8e année. Chaud en plus. Gros stress. Pression. Puis j'ai pas... écoute, je vais revenir un peu sur certaines BD que j'ai lues pendant mes vacances. As-tu lu pas mal? Ouais, mais... moins que j'aurais espéré. J'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture des X-Men. Là, je suis rendu en 98. Ça avance tranquillement. Mais tu t'en viens bientôt, là. Tu viens de passer au travers de quoi, là? 30 ans de BD. Il t'en reste 30 à peu près pour arriver... arriver où est-ce qu'on est en ce moment. Ouais. Mais une des séries que j'ai rattrapées... c'est une série qui est exclusive sur Marvel Unlimited. C'est X-Men Unlimited Infinity Comics. Donc ça, c'est l'application pour lire les comics de Marvel en ligne. Ouais, c'est ça. Eux, ils publient des numéros spéciaux que ça se lit en... C'est comme si les pages étaient faites pour que ça aille de haut en bas, dans le sens que tu passes d'une page à l'autre, puis c'est comme une longue image. Fait que c'est vraiment particulier. Puis c'est ça, il y avait 125 numéros. 125 à peu près qui... Non, excuse. 121 numéros qui sont sortis jusqu'à maintenant. Puis ça se passe dans l'ère Krakoa du début jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'impression que chaque numéro, c'est l'équivalent d'un comic book ou c'est plus long ou moins long? C'est plus petit. C'est moins long. Ça se lit quand même assez rapidement. C'est canon? C'est comme du webtoon, là. Un peu. Mais ouais, c'est canon. Puis c'est toutes des petites histoires en parallèle avec ce qui se passe dans la continuité normale. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que justement, c'est un petit peu de focus sur des personnages oubliés ou que tu te demandes qu'est-ce qui se passe pendant que Krakoa arrive puis tout ça. T'as quelques histoires le fun. T'as une petite histoire avec Strong Guy et Multiple Men qui est le fun. Il y a un numéro avec Maggot. Oui. Le personnage avec des grosses gros vers. Ouais, qui sont comme son intestin. Fait que il mange jamais, mais c'est ses vers qui bouffent. Puis l'histoire a commencé super. En tout cas, ça m'a accroché parce que le personnage est comme tout le monde se bat, puis lui il attend en arrière. Puis là, quand la bataille est finie, il fait aller ses vers ramasser les cochonneries. C'est comme super ver solitaire. Genre. Mais aussi, c'est que dans l'histoire, à un moment donné, il y a un des vers qui devient géant. Donc, ça fait une espèce de kaiju. Que j'étais comme, hey, OK, j'aime bien ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a des histoires aussi que c'est pendant le Hellfire Gala, fait que tu vois d'autres personnages. Que, et puis, j'ai aimé ça, mais je suis rendu à la moitié, là, parce que c'est quand même beaucoup. Mais, tu sais, c'est écrit, les premiers numéros, c'est par Hickman. Après, il y a Jerry Duggan, Fabian Nicieza. Tu sais, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur les X-Men qui vont faire des numéros. Puis visuellement, ça a l'air de quoi? Parce que j'ai entrevu plutôt certains comics qui ont été créés exclusivement pour la plateforme de Marvel Unlimited. Ouais. Puis j'avoue, là, j'ai comme juge par la couverture. Là. C'était pas particulièrement joli. On voyait que c'était comme des artistes de second, voire de troisième rang qu'on engageait pour ce genre de titre-là. Est-ce que tu as eu cette impression-là pour la série de X-Men? Pas jusqu'à maintenant, non. Je trouvais que c'était des bons artistes. C'est pas incroyable, mais il y a un langage différent vu que toutes les pages sont liées. Ça fait comme un très long splash page. OK. Mais vertical. Ouais, c'est ça. Puis les artistes qu'il y avait sur cette série-là, je peux pas dire pour les autres séries de Infinity Comics ce que ça donne, mais ça aurait pu être des artistes de BD de comics normal. OK. Fait que, c'est ça. Là, je sais pas si je vais mettre ça dans l'ordre à lire, parce que là, ça devient un peu complexe. Là. Je checkerai, voir si c'est pas compliqué, là, une place qui me dit où les mettre, là, parce que je les ai pas lus en ordre de publication. Ouais, c'est ça. Pour les gens à la maison qui sont sur le Discord ou qui voudraient joindre le Discord des Mystérieux Étonnants, il y a des listes de lecture que Simon a faites pour l'ère Krakoa et toutes les BD qu'il lit depuis les années 70 des X-Men, donc une ordre de lecture. Parce qu'il y en a beaucoup en ligne, mais
La qualité est variante, là, ça dépend de qui les fait, mais tout en a une qu'on peut aller consulter sur le Discord des Mystérieux. Ouais, puis j'essaie d'y aller avec les numéros plutôt que mettons, des trades ou quoi que ce soit. Parce que des fois, des trades, il manque des affaires. Puis, tu sais, il y a comme des numéros entre numéros, en tout cas. Ou moi, un truc que je trouve super mélangeant pour les nouveaux lecteurs, je prends un exemple, par exemple, genre Daredevil. Tu sais, comme la série Daredevil de 2017, mais le trade est sorti en 2018 ou 2019, parce que la série qui a commencé en 2017. Mais c'est super mélangeant pour quelqu'un. Tu sais, même moi qui essaie de suivre, des fois, je sais pas où je suis rendu. Je peux juste imaginer un nouveau lecteur qui est comme quoi, ce nouveau trade-là, mais il est en 90. Je comprends pas, là. Ben, comme la BD qu'on a lue. Oui. Qui date de 2003, genre. J'ai acheté ça dans le temps. Puis là, il est ressorti en une nouvelle édition. Une nouvelle édition de 2023. Je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était récent de cette année. Et hier, justement, sur le Discord, il y a un auditeur qui me disait « Ah, oui, c'est sorti dans le temps, genre début 2000. » Puis j'étais comme « Quoi? » J'ai de lire là. Je me souviens d'avoir acheté les numéros puis d'avoir lu. Tes avais en single? Ouais. J'ai plus ça, là, mais bon. Une autre série que j'ai commencé, c'est The Incredible Hulk, la nouvelle run. C'est écrit par Philip Kennedy Johnson et dessiné par Nick Klein. Et c'est, si vous aimez votre Hulk qui deal plus avec l'horreur, les monstres, c'est vraiment une série pour ça. Parce que, tu sais, après Immortal Hulk, qui était de l'horreur pas mal, il y a eu Hulk de Donny Cates, qui était vraiment plus wacky science-fiction. Puis là, on retourne, on va vraiment dans l'horreur, mais tu sais, c'est ça, il y a comme un monstre qui s'appelle Mother of Horrors, qui veut comme contrôler tous les monstres, puis là, il attaque tout Bruce Banner. En même temps, t'as le Hulk qui essaie de prendre de plus en plus de place comparativement à Bruce Banner. Puis c'est aussi Hulk, pas on the run, mais qui fait du pouce, là, puis qui se retrouve dans des petites villes. Qui fait son vagabond. Exact. La série Vagabond. Est-ce que la série suit un peu ce qui s'est passé de Donny Cates avant, puis l'autre série auparavant aussi, ou... Ça va plus parler de ce qui est arrivé avec Immortal Hulk, avec quelques références là, à Donny Cates, mais tu sais, on passe vite à d'autres choses. Donny Cates n'a pas duré longtemps. C'est pas lui qui a arrêté parce qu'il était malade ou il était fatigué, quelque chose comme ça. Ouais, ben je pense qu'il a fait un épuisement professionnel. Ben, il a travaillé pendant des années sur Venom aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Puis ça a fini l'année passée. Okay. Ça a duré 1 an finalement. Ouais. Puis là, c'est ça. Cette série-là, ça fait 10 numéros qui sont sortis. Fait quasiment 1 an. Il y a déjà un trade de sortie. Puis c'est ça pour les fans de Hulk, mais si vous aimez votre Hulk contre des monstres et tu sais, c'est des dessins qui c'est un peu facile à dire là, mais c'est comme si on était dans la tête de Jake. Pas sûr que je vais ouvrir cette porte-là, moi, là. Ouais, ça dépend. Non, mais c'est le ça, samedi, mettons. Cool. Le samedi, le week-end. C'est le plus, tu sais, plus gritty, plus dark, là, puis les tentacules, là, puis ces affaires-là. Puis la noirceur, oui. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai lu le premier numéro de Ultimate Spider-Man, le nouveau. Hey, je suis tellement intrigué parce que Ultimate Invasion est sorti de Jonathan Hickman qui a rebooté l'univers Ultimate. C'était bon. C'était très bon. OK, parce que là, il est dans ma liste. Je sais qu'il est sorti juste 4 numéros. Je pense que ça serait important qu'on en parle éventuellement. Il y a comme un entre-deux. Un entre-deux entre le Spider-Man puis Ultimate? Ouais, il y a un one-shot, je pense, je me souviens pas du titre, mais c'est vraiment la suite de Ultimate Invasion. Puis après ça, il y a les conséquences dans les autres titres de Ultimate qui vont sortir, dont celui de Spider-Man. Peux-tu te poser une question par rapport à ça? Je pense qu'éventuellement, il faut qu'on en parle à l'émission, pareil, parce que c'est comme le retour du Ultimate. Est-ce que c'est l'univers Ultimate qu'on a connu jadis, celui des années 2000, ou si on est ailleurs, là? On est ailleurs, mais rapidement, là, sans trop dévoiler, c'est que le Maker, qui était un des seuls survivants de cet univers-là, avec Miles Morales, qui est le evil Reed Richards, lui, il voulait recréer ce monde-là. Mais pour ça,
c'est ça, je veux pas trop spoiler, mais une des choses qu'il a faites sur cette Terre-là, c'est qu'il voulait contrôler les super-héros en les empêchant de devenir ce qu'ils étaient supposés d'être. Okay. Dont, tu sais, et c'est la grosse histoire dans Ultimate Spider-Man, c'est que il a comme tassé l'araignée mettons, de l'épaule de Spider-Man, comme ça, il se fait jamais piquer, tu sais. Et là, le numéro, c'est ça, c'est Peter Parker dans la trentaine, marié avec Mary Jane, ils ont 2 enfants, lui, il est journaliste, puis là, c'est ça. Ils sont heureux. Ils sont heureux, mais pas lui, en fait. Lui, il est tout le long de la BD, c'est un genre de slow burn, là, tu sais, ça commence, tu sais pas trop où ça s'en va, mais la ride va être le fun en maudit, parce que c'est bien écrit. Mais c'est ça, c'est que là, lui, il se dit, il me semble que j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai pas fait ce que je devais faire. Il y a un peu ça. Comme la plupart d'entre nous. Puis il y a... bon, c'est un petit spoiler quand même, si vous voulez pas entendre avancer une couple de secondes, mais oncle Ben est encore en vie et il travaille au Daily Bugle et il est ami avec J. Jonah Jameson. Puis ils ont comme une relation vraiment le fun à lire. Puis Spider-Man, pas Spider-Man, et puis Peter Parker travaille là aussi. Puis ouais, c'est ça, c'est très bon, c'est très bien écrit. C'est du Hickman, mais c'est le fun de Hickman sur Spider-Man. Ça arrive pas souvent que ça. Puis c'est dessiné par... C'est le même artiste qui a travaillé sur le Daredevil de Chip Zdarsky. Ouais, c'est très sketchy. Ouais. Puis c'est très bon. Je le conseille fortement. Là, c'est juste un numéro, mais je suis vendu. Puis aussi... qu'est-ce que je voulais... OK, ben c'est pas... j'ai lu ce numéro-là parce que c'est un peu... Vu que c'est la fin de l'ère Krakoa, il y a aussi... je pense que ça va finir avec ça, mais il y a Wolverine, il y a des numéros qui sortent et qui vont sortir 2 par mois pour aller un petit peu plus vite, mais on tombe dans le Sabretooth War. Et premier numéro est choquant, mais c'est Benjamin Percy et Victor Lassalle. Victor Lassalle, il avait écrit les 2 mini-séries de Sabretooth pendant l'ère Krakoa. Et les 2 se mettent ensemble. Et là, c'est ça. C'est... rapidement, là, je dirais, c'est Sabretooth qui a réussi à avoir toutes des Sabretooth de plein d'univers parallèles. Et que là, il les a convaincus qu'il faut aller tuer toutes les X-Men. Mais évidemment, ça tombe aussi à la BD tombe la journée de fête de Wolverine, et pour ceux qui le savent, à chaque anniversaire, Sabretooth doit torturer Wolverine en soi, tuant quelqu'un qu'il aime ou faisant quelque chose qui n'a pas de bon sens. Et ce numéro-là, c'est ça qui arrive. Pas la tradition, ok. Ouais, non, c'est ça. C'est quelque chose. Puis ça va être une méchante raid, j'ai hâte de voir. Mais ouais, c'est ça. Je voulais juste vous parler de bande dessinée de même. Excellent. Moi, j'ai recommencé à lire, puis je l'avais jamais fini en fait. Ça fait longtemps que je le traîne, mais j'ai commencé à lire Why the Last Man. Ouais. De Brian K. Vaughan. Ça n'a pas aussi bien vieilli que je me souvenais. Okay. Une coupe de calls un peu bizarre. Puis il y a beaucoup de fill-in. C'est comme une série qui a duré quand même un certain temps. Et il y a une histoire principale, puis de temps en temps, tu vois qu'il bifurque pour que ça s'allonge, puis des fois, ça paraît pas quand tu lis une série après un certain temps, après leur publication. Puis des fois, ça paraît. Puis celle-là, ça paraît beaucoup. De temps en temps, il est en train de mettre un petit peu d'eau dans la sauce pour juste faire semblant qu'il y en a un petit peu plus. Mais j'aime ça. Je suis curieux. Il y a vraiment un clash, par contre. Là, puis je pense que c'est ce qui, des fois, déroute certains lecteurs, dont des nouveaux lecteurs. C'est que les pages de couverture sont super belles. Tu sais, c'est dans des peintures super jolies, des hyper belles compositions, hyper réalistes. Puis tu tombes dans la BD, puis c'est très cartoonesque, voire presque un peu escamoté. Là. C'est pas un dessin que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Là. Donc, il y a comme un super gros contraste entre l'histoire qui est
très, très glauque. Là. C'est la mort de tous les mâles sur la Terre. Genre. Tous les animaux, mammifères, qu'importe, qui avaient le chromosome Y en eux. Et puis genre, d'un univers post-apo qui est pas sans rappeler de Stand, mais c'est tout mis en scène d'un contexte très cartoonesque. Fait qu'il y a tellement un clash quand tu lis que des fois, moi, ça m'empêchait d'embarquer dans l'histoire. Mais c'est comme une time capsule en même temps d'une époque de Vertigo. Ouais. Que pour l'instant, j'en reparlais quand j'aurais fini ma lecture. Là, je suis rendu presque à la fin. Mais je pense que ça vaut quand même la peine, si ce n'est que pour le caractère historique de cette bande dessinée-là. Puis c'est quand même un Brian K. Vaughan, un super beau parcours là, pour les gens qui veulent le situer. Il a travaillé sur Lost, il a travaillé sur Saga, il a travaillé sur plein de trucs depuis, mais c'est une des œuvres qui a beaucoup marqué sa carrière. On va y aller avec Gauthier, puis cette fois-ci j'oublierai pas ton thème, Gauthier. Stay a while and listen. Est-ce que 2024 va être aussi peuplé de chroniques de Diablo, Gauthier? Ah, peut-être, qui sait. Pour le moment, j'ai délaissé Diablo pour jouer à Cities Skyline. Ah 2. Oui. Parce que c'est sorti au mois d'octobre dernier et j'avais pas joué encore. Donc, pour ceux qui connaissent pas Cities Skyline, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, il me semble qu'il manque un mot. Hein. Il te manque un... Ouais. Cities Skylines. Ouais. T'as-tu mis du pas dans l'émission, Gauthier? Non, je me demandais où mettre mon S dans il y en a deux, c'est ça. Il y a Cities et il y a Skylines. Non, c'est pas City Skylines. Hey, mon Dieu, ça, j'ai là, je check, puis là, ça marquait Cities, 2 points, okay. Skylines. OK. Ne les aime pas sur raison. Les S en 2024. C'est ça. Cities, 2 points, Skylines, le jeu de jeu vidéo qui se dit le moins. Oui. Bien. Donc, c'est le 2. Et c'est ça, c'est sorti en octobre. J'étais un gros fan de SimCity à l'époque. Fait que je me suis dit, je vais essayer cette nouvelle itération d'un jeu qui, d'ailleurs, à l'époque, était utilisé par les urbanistes pour simuler le premier, trafic, c'est vrai. Tellement que les algorithmes de simulation de trafic étaient efficaces. Le deuxième semble à la hauteur du premier, avec des graphiques un petit peu plus intéressants. Faut dire aussi que SimCity avait ressorti une version il y a presque 10 ans de ça, puis ça avait crashé. Là. Il n'y en a pas eu depuis. Puis City Skylines a pris la couronne. Ouais, parce qu'avec l'acquisition de SimCity par, je pense que c'est Electronic Arts qui avait acheté ça, ils s'étaient mis à monétiser à peu près tout dans le jeu. Il l'avait mis en ligne, donc c'est ça. C'était la première version online avait été extrêmement décriée par les joueurs. Cities Skylines ne fait pas la même erreur. C'est vraiment un jeu en solo de simulation, de construction de ville, là, des plus classiques. Puis je trouve ça super zen. J'aime ça, ce genre de jeu-là. Ouais. Ça me calme. Puis c'est ça. J'ai beaucoup aimé mon expérience, mais je voulais pas vous parler de ça. Hein? Cette semaine, je voulais vous parler, parce que là, ça fait 18 ans là, que les Mystérieux Étonnants sont en air, sont en marge, en onde. Oui, donc, je voulais je pense qu'on peut se permettre, à notre âge, de parler de croissance personnelle. Donc, va être ma chronique. L'ensemble? L'ensemble de la culture populaire. Oui, c'est ça. L'ensemble, pas l'ensemble de la croissance personnelle, par exemple. Non, s'il vous plaît. Mais dans la vie, parfois, nous envoie des messages. Oh non, là où tu vas, là. Ah, là, il y a plein de chamans qui nous écoutent. C'est ça, oui. C'est parce que je veux m'adresser, c'est ça, à cette auditoire-là. Ils sont tellement dans le chat. Oui. Non, en fait, c'est que ça faisait plusieurs fois que j'allais en librairie, puis vous savez, mon amour pour les belles couvertures, les couvertures design, puis la couverture de ce livre-là m'attirait. Genre, j'étais attiré par le livre, mais il n'y a pas de description sur le 4e de couverture. Mais je me suis laissé tenter par la Bible. En lisant le titre. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais voir c'est quoi. Puis le titre m'avait quand même intrigué aussi. Ça s'appelle The Creative Act, A Way of Being. Là, je vous le montre en cachant le. C'est que ça, oui, je l'ai super vu. Beau. C'est une page couverture grise, vraiment comme super unie avec juste un cercle et un point. Oui, c'est très zen.
C'est très zen. Ça fait un peu penser au premier design là, du iPod là, fait par Steve Jobs à l'époque. En fait, c'est que tout le monde, même si on n'est pas des créatifs, des fois, on a besoin de créativité. On sent qu'on aimerait ça avoir des meilleures idées, sortir de la boîte un petit peu. Puis ce livre-là nous enseigne de manière très sans prêchi-prêcha comment le faire, en fait. Puis comment être ouvert aux nouvelles idées. Puis comment être présent au monde et aux choses et aux gens. Mais sans prêchi-prêcha, hein, c'est ça? Sans prêchi-prêcha. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de prêchi-prêcha. Il n'y a pas de prêchi-prêcha. OK. J'étais pas sûr. Non, il y a peut-être un peu de prêcha. Il n'y a pas de prêchi. Il n'y a pas de prêchi, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de chichi non plus. OK. Ouais. C'est bon, ça. Donc, c'est pas moralisateur, là, bref. Si tu veux un synonyme, Benoît. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai vu Simon répéter pour lui-même le mot. J'ai été surpris par l'utilisation de l'expression. Ouais, je sais. J'étais content d'apprendre. C'est ça mon rôle parmi vous, les gars. Oui, bien sûr. C'est d'utiliser des mots par rapport. non, mais des nouveaux mots, pas des nouveaux mots, des mots par rapport. Écoute, ou des vieux. Prêcha, c'est la nouvelle expression. C'est ça. C'est comme coussi-coussa. On a été stické là-dessus pendant un bout. C'est vrai. On ramenons Prêchi-Prêcha en 2024. Ouais, je pense que Prêchi-Prêcha puis coussi-coussa, faut qu'on. Je vais le noter, là. Vas-y donc. Bref, c'est ça. C'est comme, si vous voulez, une espèce de manuel de méditation de pleine conscience, mais pour les gens créatifs, pour la créativité. Parlons de Jean-Claude Van Damme. Parce qu'on parle jamais assez de Jean-Claude Van Damme. Tu sais, dans la fameuse entrevue d'anthologie de Jean-Claude Van Damme où il te dit d'être aware. Mais c'est un peu ça. C'est comment être aware sur ce qui nous entoure, puis retrouver l'espèce de capacité d'émerveillement qu'on avait quand on était enfant. Ben oui, quand tout était nouveau, puis tout était beau. C'est ça. Donc, puis ça nous amène aussi à repenser un peu notre manière d'interagir avec les gens, puis ça nous donne envie d'interagir avec les gens, puis ça nous force à faire un espèce de travail. Qu'est-ce que tu dis? Je lirai pas ça d'abord. Mais non, mais je vous le conseille. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Mais tu ris, mais je l'ai rajouté dans ma liste de lecture il y a genre 2 semaines de ça. Parce que ce livre-là a été écrit par un musicien ou un producteur de musique, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est là où je m'en allais. C'est Rick Rubin. Oui, c'est Rick Rubin qui a écrit ça. Puis là, c'est ça. Ça vient changer un peu la nature de ma recommandation pour les gens qui avaient des doutes. Parce que je pense que j'aurais moins apprécié ma lecture si j'avais pas su que c'était Rick Rubin qui le faisait. Pour ceux qui connaissent pas M. Rubin, c'est un producteur de musique hyper connu aux États-Unis. C'est un des des grands producteurs de chez Def Jam, puis après ça, de chez Def America. Si vous connaissez pas ces maisons de production-là, c'est ceux qui sont derrière Run DMC, les Beastie Boys. Il y a d'ailleurs, Rick Rubin a produit des albums de Slayer, entre autres. System of a Down, me semble. System of a Down, après. Donc, c'est tout un monsieur... musicien à la base, il a fait partie de groupes de musique obscurs quand il était à l'université, mais avant tout, créateur. C'est quelqu'un qui a de la facilité à travailler avec les gens, puis c'est comme une espèce d'ouvreur de créativité. Il débloque les gens. Est-ce que c'est un gourou? Il y a du monde qui trouve un peu que c'est un... son look, déjà en partant, quand on le regarde, là, parce qu'il a fait beaucoup d'entrevues pour la promotion de ce livre-là dans différents podcasts, et il y a un look qu'on peut facilement identifier. Là. Mais, c'est ça. Mais j'ai pas senti qu'il y avait une vibe gourou. Il est très humble. Moi, en tout cas, c'est le vibe que moi j'ai eu là. C'est ça que j'aime dans son écriture aussi. Il dit pas il faut que tu fasses ça, puis après ça, il faut que tu fasses ça. Il fait juste te dire le livre est divisé en plusieurs chapitres très courts, fait que c'est quand même aussi vraiment facile à lire. Puis c'est juste sur plusieurs thèmes entourant la créativité. Donc justement, par exemple, on parlait d'écoute tantôt. Il y a un chapitre sur l'écoute, mais ça ne s'applique pas juste à la créativité. Ça s'adresse aussi à nos interactions avec les gens, puis... il dit, quelqu'un qui écoute quelqu'un sans penser, par exemple, à ce qu'il va répondre ou à un argument qu'il pourrait réfuter, par exemple, ça ouvre d'autres voies de discussion, puis d'autres options de discussion aussi. Puis,
c'est ça, c'est je le résume vraiment par être aware. Là. C'est cave comme ça. Non, mais je comprends. Jean-Claude Van Damme ne disait pas que de la merde. Il y a quand même une dimension intéressante à ça. Van Damme, des fois, ce discours-là qu'il avait, ça fait rire parce que c'est sa façon là, de le dire. C'est les mots qu'il dit, l'espèce d'anglais cassé, français. Tu sais, il est comme mélangeur entre les deux langues souvent. Ouais. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'était pas... Ça pouvait faire du sens un peu. Peut-être pas le 1 plus 1 égale 11, mais en même temps, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est que deux individus ensemble font un tout. Tu sais, ce genre d'affaires-là. C'est l'allégorie. Façon de parler, c'est ça. Puis quand il disait bientôt l'eau, il n'y en aura plus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que bientôt, il n'y en aura plus. Là-dessus, il a raison en plus. C'est vrai. Ouais. Il faisait un peu de prêchi-prêcha, par exemple. Oui, beaucoup de prêchi-prêcha. Oui, c'est ça. Rappelle donc le titre du livre, mon Gauthier. C'est The Creative Act, A Way of Being de Rick Rubin. Pour ceux qui ne lisent pas en anglais, le livre va être disponible en français à partir du 27 mars en France, donc possiblement au mois d'avril ici. Donc, le mois où Ghostbusters Frozen Empire va sortir. Hein? Si vous vous souvenez, tout le monde à la maison. Hein? Ça fait une petite note. C'est parce que j'arrête pas de me faire spoiler sur Instagram de ce temps-ci là, par rapport à Ghostbusters Frozen Empire. Fait que, j'ai hâte de le voir, mais en même temps, genre, j'ai été spoilé sur tout. Voilà. Hey, merci Gauthier. Ça m'intrigue. J'avais acheté le livre de Julia Cameron sur la créativité, comment libérer votre créativité. J'ai trouvé ça un peu preachy puis New Age. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que le New Age. Là. Je trouve que c'est pas... c'est pas constructif. C'est très preachy. Ouais, c'est ça. Mais celle-là m'intrigue. Check ça. Moi, je suis dans les grosses nouvelles de comics parce que ça m'intéresse. Puis, j'ai une question... C'est une bonne raison. C'est une très bonne raison. Hein? C'est l'ensemble de la culture populaire, mais aussi ce qui nous intéresse. Question pour toi, Gauthier. Tu pourrais-tu, pour moi et pour les gens à la maison, expliquer c'est quoi, en fait, la fonction de Skybound Entertainment au sein d'Image? Parce que je sais que c'est une étiquette, si on veut, c'est une division d'Image Comics, qui était un des éditeurs américains, le troisième plus important qui fait dans la BD de comic book, là, si vous voulez. Ouais. Mais Robert Kirkman semble être quand même assez autonome dans cette division-là. Puis il a ses propres licences. Maintenant, il fait Transformers, G.I. Joe, mais il y a plein d'autres trucs qui sont publiés sous Skybound. Mais comment ça fonctionne? Ils appartiennent-tu à Image ou ils appartiennent pas à Image Comics? Ils appartiennent en partie à Image Comics, mais principalement à Kirkman. Okay. Puis à la base, c'est une espèce de... LLC, là, c'est une entreprise américaine qui a été fondée par Kirkman pour pouvoir faire de la licence. Mm-hmm. Mais au début, c'était du produit dérivé. Il voulait faire comme Mundo, peut-être, avec des un affiches. Peu comme Mundo. Et à la longue, c'est devenu une espèce de division pour faire de la licence en général. Donc, tu sais, je pense qu'il s'est servi de Skybound parce que c'est principalement son argent à lui qui a été mis dans Skybound pour acheter la licence de G.I. Joe, par exemple, de Transformers. T'sais. Fait que c'est sa manière à lui de dire, bon, ben ça, c'est comme la partie licence. OK. Ça fait du sens. C'est pas du contenu original. Ouais, c'est ça. Ça fait du sens. Parce qu'il y a Image, t'as déjà eu des BD qui étaient basés sur des licences, mais c'est pas Dark Horse Comics, là. C'est pas leur pain, là. C'est pas leur peur pour leur pain. Puis c'est vraiment cool parce que, tu sais, de savoir que c'est Skybound qui a G.I. Joe puis Transformers, ça veut dire qu'ils ont des plans peut-être à long terme pour pas faire juste de la bande dessinée. Laisse-moi dire, Gauthier, je suis en train de lire la série de Warren Rose Johnson. Là. Colin, je suis jamais capable de dire son Daniel Warren Johnson. Merci. De Transformers, et c'est excellent. Autant le dessin que l'histoire, c'est incroyable. Puis sachant qu'il y a un univers qui est derrière aussi. Là. Dont une licence d'ailleurs dans l'univers, ils appellent ça le Energon Universe, et qui comprend G.I. Joe, Transformers, puis il y a comme... Masque. Non, Masque n'est pas dedans, malheureusement. C'est un autre univers. Puis ils ont aussi le Void Rival, qui est leur propre titre indépendant là-dedans. Tu vois qu'ils ont un plan à long terme en termes d'histoire. Puis là, il y a juste 4 numéros. Le 4e est sorti la semaine passée. Mais dès qu'il y a un trade, il faut qu'on en parle parce que c'est... Oui, c'est des robots qui se tapochent. Là. Puis déjà en partant, moi, je suis vendu. Mais c'est des robots qui se tapochent avec la sensibilité de Warren Johnson. Puis ça revole en tabarnak. Ah, man. Puis les humains sont très squishy dans cette BD-là. C'est ça. Là. C'est pas juste... imaginez pas les Transformers de Samedi matin, Michael Bay non plus. Non. Il
il y a des... il y a des conséquences aux actes des robots. Exact. Sur les humains et sur les autres robots. Il y a des grosses conséquences. Ils changent le statu quo déjà dans le premier numéro. Je vous dirai pas comment, là, c'est un spoil, mais tu vois qu'ils font des petits changements qui signalent au lecteur que ça sera pas la série Transformers que vous avez déjà lue. Ouais. Parce qu'il y en a eu auparavant, là, pendant longtemps, chez IDW Publishing, qui avait la licence pendant plusieurs années. Mais là, on essaie de faire autre chose. Anyway, ça fait du sens ce que tu me dis, Gauthier, parce que l'idée de Skybound est orientée vers les licences. Parce qu'il y a un autre travail. Ils ont fait une collaboration récemment avec Universal pour l'adaptation d'une BD en 4 numéros, une mini-série de Dracula, qui était écrite par James Tynion IV et dessinée par Martin Simmons. Et là, ils vont répéter en fait l'exercice, donc une deuxième propriété d'Universal pour un nouveau 4 numéros, mini-série, basée sur The Creature of the Black Lagoon, donc une autre créature connue du cinéma là, d'horreur là, classique. Ça va être écrit par Dan Waters, qui a fait Lucifer, et Sam V, dont on a parlé ici à l'émission. On avait parlé de sa série The Many Deaths of Layla Starr. C'est dessiné par un certain Matthew Roberts, qui a lui-même sa série du côté de Skybound Entertainment, qui s'appelle Manifest Destiny. Donc, le premier numéro, c'est pas une relecture du film des années 40 à peu près qui est sorti dans les 30, le premier. En tout cas, cette période-là du cinéma, c'est une suite. 59. Ah ouais? On est plus loin que ça encore. Shit. Ouais, écoute, on va aller voir sur Google. Continue à parler. On va faire ça. Donc, c'est pas une relecture, mais c'est une suite contemporaine. Ça se passe à notre époque. Et donc, je suis quand même assez intrigué. 4 numéros disponibles à partir du 24 avril 2024. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième collaboration. Puis, il y a d'autres plans aussi avec Universal pour sortir des relectures. Là. Qu'est-ce que tu allais dire? 1931. 1931, bon, j'étais pas pire. Premier guess, je l'avais bien. Donc, Creature of the Black Lagoon, disponible en avril du côté de Skybound Entertainment. Est-ce que tu sais s'il y a un lien avec... c'était pas Legendary qui avait acheté ces licences-là à l'époque pour faire des films dans l'univers de King Kong, genre? C'était pas dans l'univers de King Kong, c'est en fait, je pense que ce que tu mélanges, c'est l'univers de Godzilla et King Kong et l'univers qu'ils ont essayé de Dark Universe. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont essayé de faire un genre de Marvel Universe, mais pour les Universal Monsters. Il y a eu, je sais pas si Dracula a tourné en faisant parler. Ils ont essayé 2 fois. Ouais. Ça a chié de ben raide avec The Mummy, avec Tom Cruise. Ouais, puis après, ils ont fait comme fuck it. Mais il y avait des plans, il y avait même des photos promo où t'avais Johnny Depp, Russell Crowe. Bartham était là-dedans aussi. Tu sais, les acteurs principaux qui allaient jouer les différentes créatures. Puis ils anticipaient un genre d'univers étendu. Fait que ça, c'est dead. Là. Ça, c'est mort. Ouais, ils ont vraiment abandonné ça. Je serais pas surpris si éventuellement ils ramènent les Universal Monsters d'une autre façon au cinéma. C'est des créatures, on veut pas, des personnages mythiques du cinéma, iconiques, tout le monde les connaît. C'est juste Frankenstein. C'est l'iconographie de Frankenstein qu'on a dans notre tête, qu'on pense à la créature, mais c'est pas le Frankenstein comme il est décrit dans le roman de Mary Shelley. Mm-hmm. Mais pour l'instant, l'univers consensuel qui était prévu jadis n'existe pas. Je suis tombé sur un podcast super random. 2 dudes fucking crinqués qui sont comme voici comment l'univers se serait décliné si ça avait fonctionné, genre. Puis chaque épisode est à propos de 2. Mais je trouve ça intéressant comme prémisse qui décide de discuter de comment ça aurait fonctionné l'univers de voici le film. Ce film de Dracula, il aurait été comme ça. Tel autre film, il aurait été comme ça. Fait que, mais non, c'est un gros échec d'Hollywood des dernières années. Mais en tout cas, ça, je suis curieux. On pourrait peut-être éventuellement lire aussi la série Dracula. Puis c'est des gros noms, là. Tu vois qu'ils mettent des gros noms avec leur série. C'est pas des petites expérimentations. Là. Fait que, ouais, c'est tout ce que j'avais. En fait, je peux-tu faire une petite suite avec ça? Ben oui. Parce que j'ai parlé de Tom Cruise. Puis Tom Cruise, lui, a bombé dans The Mummy du Dark Universe. Mais en ce moment, ça va très, très, très bien pour lui. Parce qu'il vient de signer un contrat. Pas d'exclusivité d'ailleurs, c'est assez particulier, avec Warner Brothers pour produire et jouer dans des films. Donc, Tom Cruise a été dans les dernières années surtout associé à Paramount Pictures. Il va l'être dans les prochaines années, mais il vient de signer avec Warner Brothers un contrat, j'imagine, très, très, très lucratif. Puis ça, c'est un peu arrivé en même temps qu'on a appris qu'un 3e Top Gun était en préparation. Je sais pas comment toi, Gauthier, toi, Simon, c'est quoi vos sentiments par rapport à Top Gun Maverick? Mais Jake puis moi, on a parlé là, pendant des heures à quel point on a trippé sur ce film-là.
Je l'ai même pas encore écouté parce que ce film-là, il faut que je l'écoute tout seul. Oui. Parce que ma blonde a boycott Tom Cruise depuis qu'elle a appris qu'il était scientologue. Voyons. Fait qu'il faut que je trouve du temps pour écouter Top Gun Maverick. Mais écoute, si tu veux l'écouter avec Jake puis moi... OK, c'est un rendez-vous. Il y a des chances, par contre, qu'on dise « Ah oui, ce bout-là. Ah oui, ce bout-là. » Ah, c'est pas grave. Je vous dis ça qu'un cheese d'en face parce que je le sais que c'est con. Puis tout le long, puis Jake puis moi, on se l'est dit. On l'écoute, on sait que c'est con, mais ça marche, puis on est heureux comme des petits garçons. Là. C'est vraiment un Christy bon film. Mais le film Top Gun Maverick a rapporté quand même 1,5 milliard de dollars au box-office. Et global? Mondial? Ouais, mondial. Wow. Et Steven Spielberg a dit que c'est grâce à Tom Cruise et Top Gun que l'industrie du cinéma sortie en salle a été sauvée. Parce qu'on sent bien, ça va pas bien en ce moment, mais avant, là, à cause de la crise de COVID, il y avait comme un gros trou, les gens n'allaient plus au cinéma. Donc, c'est un peu Top Gun qui a comme redémarré, si vous voulez, la machine. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait un troisième opus qui est en préparation. Le scénariste de Top Gun Maverick va revenir, c'est un certain Ehren Kruger. Et si tout va bien, ce sera encore Joe Kosinski, qui va réaliser, comme c'était lui qui avait réalisé Top Gun Maverick. La semaine passée, un auditeur il m'a tagué dans une histoire Instagram et c'est un behind the scene de Mission Impossible. Là, je bifurque, je m'en vais ailleurs. Là. Puis il a juste dit « Hey, c'est Jake. » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Et t'as une scène où Tom Cruise, justement, fait une cascade, il se pitch en bas d'une montagne à partir d'une passerelle en moto, puis il ouvre un parachute. OK? Puis dans le behind the scene, t'as une séquence qui se passe dans une tente avec l'équipe de production et il y a quelqu'un qui, durant la scène, rentre dans le frame. Et c'est Jake de profil, et c'est le réalisateur de ce film-là. Du coup, je suis parti à rire, j'ai catché exactement, je vais vous l'envoyer, là. Mais si vous écoutez un behind the scene du dernier Mission Impossible, t'as Jake, c'est le réalisateur. Fait que c'est là où mon cerveau va, là. Je parle de réalisateur, je parle de nos réalisateurs. Miles Taylor, Glenn Powell, qui ont été dans Top Gun Maverick, devraient être de retour également. Puis, écoute, ça sera pas demain la veille, là, parce que même Top Gun Maverick, ça a pris des années de production. Là, t'as Mission Impossible qui occupe beaucoup Tom Cruise. Le prochain, le 8e, va sortir en 2025. Donc, le 8e. I guess que ça va prendre un bon bout avant qu'on ait un genre de Top Gun 3 mais c'est quand même en préparation. C'était à prévoir là, quand même. Fait que voilà, c'est ce que j'avais de mon côté. Toi, Simon, qu'est-ce que t'as encore? Tiens, j'ai pas de sortie de Blu-ray cette semaine parce que je me suis préparé pas mal à la dernière minute. Mais j'ai une nouvelle à propos d'un film. Il y a Ninja Terminator qui sort en Blu-ray. Le très attendu. Le classique de Godfrey Ho, cet homme qui a fraudé beaucoup de gens en utilisant des vieux films et en mettant des scènes avec des ninjas dedans. Oui, c'est ça. Il remontait des films avec des séquences de d'autres films. C'est quand même cool comme shtick, genre. C'est ça ce que tu fais, genre. Original Tug. Il a fait ça pendant une couple d'années. Puis c'est ça, c'est que là, tu sais, ces films-là, souvent, la qualité est très basse. Mais je parle, tu sais, de passer de VHS à DVD. Disons que les sources, les sources de base où ils sont durs à trouver, mais là, il y a une compagnie qui va sortir Ninja Terminator, un scan 4K du négatif original. Quelle époque, hein? Puis c'est ça, c'est la compagnie Neon Eagle Video, qui est un nouveau sous-label d'une autre affaire qui s'appelle Cauldron Films. En tout cas, ça se trouve. Là, le Blu-ray va sortir au mois d'avril, mais vous pouvez le précommander sur le site web. Juste pour vous dire, c'est quelque chose que je trouve le fun, c'est que en plus de Ninja Terminator, vous avez l'autre film qui a été utilisé et découpé pour mettre dans Ninja Terminator. Il est dedans. Donc, le film, un film qui s'appelle The Uninvited Guest of the Star Ferry, un film coréen, je ne sais pas trop de quelle année, mais en plus, ça dit que c'est un scan 2K de plusieurs sources. Il y a du trait d'assemblage. Ouais, donc, dont un ultra rare print 16 mm, donc
on dirait que j'ai comme le goût juste pour ça. Puis évidemment, voir un film de Godfrey-O avec Richard Harrison, avec sa moustache, son costume de ninja fluo, en 4K, ben c'est pas en 4K, c'est en 1080, mais quand même, je suis comme, ça me tente. Ben, c'est pas le long-métrage qui a aussi inspiré la série des courts-métrages Ninja Eliminator, nos amis de Roadkill Superstar? Ouais, ben je te dirais que tous les films de Godfrey-O ont inspiré Ninja Eliminator. C'est parce que c'était tout le temps la même chose. Fait que tout le temps des ninjas avec des couleurs fluo qui parlent au téléphone avec un autre film. Là, puis beaucoup de... Ouais. Fait qu'ils ont servi la médecine de Godfrey-O à Godfrey-O. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Bravo. Tout en rendant hommage. Oui. Fait que, c'est ça. Je voulais juste dire ça. C'est comme 40$ US. C'est sûr que c'est un investissement, mais écoute. Regarde. Fuck les REER. Est-ce vraiment un investissement? Ben oui. C'est une dépense. C'est une dépense. Ouais. Mais là, si t'investis dans ton bonheur, Gauthier, moi, je trouve que c'est un investissement. C'est du self-care rendu là. Exactement. C'est vrai. Exactement. Pour tout le monde, mais pour tout le monde, ton capital bonheur. Puis on sait que les gens qui sont moins isolés vivent plus longtemps. Donc, Simon va peut-être écouter avec des amis. Fait que, il augmente son espérance de vie. Donc, techniquement, il va payer des taxes plus longtemps. Donc, en ce moment, il est en train de rendre un service à la société québécoise. Voilà. Merci. Merci pour ton sacrifice, Simon. Le Québec te remercie. Exactement. Au capitalisme. OK. Je mets de l'argent dans notre gouvernement. OK, non. S'il vous plaît. Non. Mais, fait que c'est ça. C'était juste pour dire ça. Allons-y avec Gauthier. Vas-y donc, mon Gauthier. J'ai lu autre chose aussi pendant mes vacances de Noël que j'ai adoré, que je voulais vous partager. C'est un auteur qui va être à Angoulême, d'ailleurs. Donc, c'est la dernière bande dessinée de Guillaume Saint-Gelin que je vous montre. Oui. Qui est un... c'est massif, ça. Grosse bande dessinée qui s'appelle Frontières, qui est publiée chez le label 619, que moi, j'apprécie particulièrement. Pour résumer simplement comment j'ai aimé la bande dessinée, là, j'ai juste envie de dire que c'est beau. C'est vraiment beau. Puis à la fois pour les dessins puis pour l'histoire, les dessins sont magnifiques. Là. Si vous connaissez un peu la maison d'édition Label 619, vous connaissez déjà leur signature un peu... j'ai toujours de la difficulté à décrire... c'est un peu comme du Grindhouse en BD. Ouais, Grindhouse, New Vieux School. comique, mais avec une inspiration clairement européenne, moderne, très, très stylisée. Ouais, souvent un peu à mi-chemin entre le street art puis le cartoon. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. C'est habituellement pas du gros dessin figuratif, là, super réaliste. C'est souvent assez cartoon. Mais moi, j'adore ça. C'est pour ça qu'il avait publié The Grocery. Oui, Groceries, qui est une série. Doggy Bag aussi, c'était eux autres. Doggy Bags aussi, qui était plus une compilation, là, un collectif. Là. Fait que pour ceux qui ont l'autre série assez populaire de Guillaume Saint-Gelin, ça s'appelle PTSD. On est dans un univers beaucoup moins cyberpunk que PTSD, là, qui racontait l'histoire d'une espèce de tireuse d'élite dans un univers cyberpunk. Là, on est plutôt vers le space opéra. Au niveau de l'histoire, puis là, je pense que je vais toucher une corde sensible, Benoît. C'est comme à mi-chemin entre Star Trek puis Elysium, genre le film Elysium. OK. Fait que dans le sens où l'utopie de la conquête spatiale est pas tant nice que ça. Mais puis qu'au final, ben, c'est l'hypercapitalisme qui nous a malheureusement pas quittés dans le futur. Mais il y a quand même une note d'espoir. Combien sont les loyers à Montréal dans ce futur-là, le Gauthier? Ça doit être moins cher parce qu'on a colonisé le système solaire au complet. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Pas sûr que c'est moins cher, mais bon. Non, ouais, c'est ça. Non, moi non plus, parce que le prix du pied carré dans l'espace est quand même, sur des stations spatiales, est quand même élevé. Puis il y en est fait mention dans la bande dessinée, d'ailleurs. Fait que
Mais c'est aussi l'histoire de Frontières qui est belle. C'est pas juste le dessin. C'est en fait le récit de 3 personnages qui traversent une période difficile de leur vie, chacun, qui ont perdu leur vocation puis qui cherchent un nouveau sens à leur vie. Fait qu'il y a Jisoo, qui est une scientifique qui a perdu le projet de satellite sur lequel elle travaillait depuis des années à cause d'une fusion-acquisition de compagnie. Elle travaillait genre à faire une espèce de satellite qui était pour explorer les confins de l'univers, puis du jour au lendemain, il y a une nouvelle compagnie qui achète la compagnie pour laquelle elle travaille, puis sont comme « Ah, ben finalement, ton satellite, il va chercher des minerais de fer, genre dans le système solaire maintenant. » En parlant de nouvelles compagnies, juste pour faire rentrer Laurent Boutin, qui vient se joindre à nous. Parlant d'aller chercher du minerai de fer. Ouais, voilà. Salut! Hello! T'as-tu lu Frontières, Laurent? Comment? T'as-tu lu Frontières? Ah, c'était dans mes nouvelles. J'ai rebondi. Désolé! Je suis en train d'en parler. C'est parfait. T'en étais où? J'étais rendu à parler de Kamina, qui est comme une mercenaire qui perd un bras dans une mission de sabotage à cause de débris spatial. Fait que tu sais, tout va bien, la mission genre de se déroule vraiment comme sur des roulettes. Ils réussissent à prendre contrôle d'espèces de petits satellites. Mais malheureusement, étant donné qu'il y a trop de déchets dans l'espace, la station va être frappée par des débris, puis elle va perdre un bras. Et puis, le dernier personnage principal de la bande dessinée, c'est un espèce de gars de la construction qui a perdu des proches sur un chantier de construction. Puis, ces 3 personnages-là vont se retrouver par des jeux du hasard sur la même planète à essayer de s'échapper de Repo Man, de la compagnie pour laquelle ils travaillent, qui veulent leur mettre la main dessus parce qu'ils ont des dettes envers la compagnie pour laquelle ils travaillent. Fait que c'est pas vraiment une grande quête pour sauver l'humanité là, au sens propre du terme. C'est des personnages qui essaient de sauver leur humanité à eux. Puis je trouve ça, c'est ça qui est vraiment beau. En cherchant. C'est pas trop prêcha. Non, c'est pas trop prêcha non plus. Oui. Laurent, c'est le nouveau mot 2024. Ah oui, prêcha. J'ai pas eu le mémo. Prêcha, puis on va essayer de ramener aussi Coussi Coussa. On était dans cette phase-là. Coussi Coussa, prêcha. OK. Ouais. Prends-toi des notes. Ouais. Fait que les mots en I en. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que sans tomber dans le prêcha, Frontières, c'est une belle histoire d'humanité, de persévérance et d'entraide qui nous rappelle que même si on a l'impression que tout chie autour de nous, c'est encore possible de trouver sa voie et de faire une petite différence pour les gens autour de nous ou pour notre communauté à l'heure où Donald Trump s'apprête à remporter le caucus de l'Iowa. Ouais, je sais. Je pense que c'est important de se le rappeler. Moi, je suis branché sur tout ce qui est nouvelle américaine depuis une couple de mois. Là, puis... Fais pas ça, voyons. Dude, man. Genre, en novembre prochain, je vais brailler, je pense. Je pense ça que se peut. C'est terrible ce qui s'en vient. En tout cas. Ouais. Merci. Je peux rebondir parce que je l'ai lu aussi, puis c'était une de mes nouvelles. Je sais pas si tu as l'air d'avoir bien résumé la chose, là, mais je veux juste souligner à quel point ce livre-là, il détonne vraiment dans la production de science-fiction actuelle. Ouais. Par son ton, parce que le ton de la science-fiction en ce moment est avec raison très, très, très gloomy. Ouais. Très, très post-apo, très on est dans la merde et voici ce qui nous attend après. Puis ce livre-là, il est pas tant beau qu'il est porteur d'espoir. Oui, c'est comme des gens qui abandonnent pas malgré que ils s'en passent des affaires de merde, mais c'est comme puis on est juste des simples individus dans un océan et des systèmes, surtout de marde. Oui. La marde systémique, on va dire. La marde systémique, oui, la fameuse marde systémique. Mais qui sont quand même comme je vais essayer à mon échelle de faire ce que je peux pour que ça aille mieux. Puis ça, pour vrai, c'est un truc que j'avais pas vu venir du tout en lisant ce livre-là, puis qui fait étonnamment beaucoup de bien. Mais là, il a l'air gros, ce livre-là. Fait que d'après moi, vous le vendez 80$, c'est ça? Non, moins. Mais pas super parce qu'en fait, c'est Rue de Sèvres, ils faisaient aussi dans la même collection les livres de. C'est une ancienne label C9 qui était avant chez Ankama, qui est passé chez Rue de Sèvres. Des affaires éditoriales, là, mais qui font des grosses briques comme ça, mais à des prix abordables. Je pense qu'il est comme 36 peut-être. Ah, c'est pas c'est 22€. Wow. Fait que ça doit être 36. 40. Fait que c'est. Ouais.
Je le recommande chaudement aussi. OK, pas de coussi-coussa sur ton appréciation, donc. Non. OK. Mais je vais vous prêcher pour que vous lâchiez. OK, on va d'ailleurs continuer avec toi. Merci, Gauthier. Il y a un film de Godzilla qui s'en vient avec King Kong. Puis King Kong, il y a un bras de métal dedans le trailer. Fait que je sais que t'es heureux. Je suis énervé. Puis là, il y a aussi un jeu de Jurassic Park qui s'en vient en 2024 qui a l'air d'un Survivor. Puis il y a une télésérie en ce moment dans l'univers de Godzilla et de Kong. Fait que t'es servi. Ouais, ça, plus mitigé, je dois dire. Ah oui, OK. J'ai entendu des bons commentaires. Ouais, mais en tout cas, j'étais enthousiaste au début, mais plus ça avance pas cette histoire-là. Ça me gosse un peu. D'accord. C'est ça. Fait que je veux pas trop spoiler. Il me reste encore au moins un épisode. Je sais plus si c'est supposé être combien. Simon, t'en rappelles-tu? On a déjà parlé. Hey, non, je sais même pas combien il y en a au compte. Le 10e est sorti vendredi. C'est peut-être 12, mais c'est peut-être le dernier aussi. Puis tu vois, rendu là, tout, le 30 secondes qu'on vient de passer à en parler, ça servait à rien. Ouais, ben c'est ça. C'est coussi-coussa, je vais dire. D'accord. C'est pas absolument répugnant, mais c'est très coussi-coussa. D'accord. Mais ça tombe bien parce que ma nouvelle est très kaiju-esque aussi, parce que non seulement il y a une série de monarques, mais il y a aussi eu Godzilla Minus One qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Il y a un épisode de Terre Kaiju qui vient de sortir cette semaine aussi. C'est le fun, les kaiju en ce moment. Et c'est aussi cette année, en 2024, les 70 ans de Godzilla. Ah. N'est-ce pas? Il le fait pas. Le vénérable. Il le fait pas. Non, il est encore très en forme. Et je vais parler d'une partie qu'on parle moins, en général, de l'univers de Godzilla, c'est-à-dire des comics, parce qu'il existe des comics de Godzilla. Mm-hmm. C'est beaucoup IDW qui fait ça avec plus ou moins de succès. Je recommande beaucoup les titres que James Stocco a participé à. Les autres, de ce que j'ai lu, c'est plus oubliable, mettons. Mais on annonce quand même que le 8 mai prochain, cet été, donc, pour célébrer les 70 ans du personnage, il y aura un comics spécial de 100 pages qui sera publié. Donc là, on parle pas d'un trade paperback, on parle vraiment d'un numéro spécial de 100 pages. Un giant size. Très giant size issue, kaiju size pour... et thématique. Ouais, c'est ça qu'on va. C'est là qu'on va. Fait que qui sera plusieurs histoires courtes, là, quelque chose comme 9 histoires courtes par des auteurs différents. Joel Jones qui a travaillé sur Catwoman, Matt Frank, Michael W. J'arrive pas à me relire. Et là, dit James Stocco, donc, il y aura une histoire courte là-dedans, au moins. Fait que c'est ça, le 8 mai prochain. J'ai essayé de voir sur previewsworld.com combien ça serait vendu, mais il n'est pas annoncé encore là. Fait que c'est vraiment juste IDW qui a sorti la nouvelle cette semaine en collaboration avec Toho. Je sais pas si vous suivez Toho Official sur Instagram. Ils sont très actifs depuis un an. Je suis comme... Ils font quoi? Ils mettent des stills des films? Ils partagent des Oui, faits, mais c'est aussi genre TGIF, puis là, avec un gif de Godzilla qui est pas juste celui où il jump dans les airs, là, mais qui sort des affaires. Là. Je suis sûr, puis ils font de la promo des films récents, mais aussi des vieux. Puis là, t'as King Kong versus Godzilla versus The Justice League qui va sortir, là. J'ai commencé à lire, moi. Ouais, le premier numéro est sorti, hein, c'est ça? Il y a deux qui sont... C'est comment à date? T'as-tu aimé ça? Ben, c'est le fun. Ouais. Le dessin est-tu cool? Oui, c'est pas cheap, là. Nice. OK. C'est dans le Legendary Universe, j'imagine? Ouais. OK. Je suis quand même curieux. Yeah. On en parlera. Ça me fera plaisir de lire ça pour vous, les gars. Excellent. Ouais, je suis sûr que tu vas te pitcher devant la balle pour nous autres, c'est clair. Ben ouais, mais si c'est le Justice League, je suis moyennement emballé, mais là, bon, OK. Je peux en prendre une pour l'équipe. Au pire, ça va être coussi-coussa. Ça va être coussi-coussa au pire. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Hey, moi, je suis encore dans les nouvelles hollywoodiennes. C'est sorti durant notre break entre 2023 et 2024, mais je voulais quand même en parler parce que ça touche une des grosses franchises qui faisait de l'argent, qui en fait moins de ce temps-ci, mais qui essaye de le garder sur le respirateur. Quoique c'est pas non plus en phase terminale. Là, on parle de Star Wars.
Lucasfilm qui a annoncé la sortie d'un film basé sur The Mandalorian, la fameuse série de Disney+, du même nom. Donc, ça va s'appeler... Pour l'instant, je sais pas si c'est un titre de travail ou c'est un titre temporaire ou qu'importe, mais ça s'appelle The Mandalorian and Grogu. Ça, c'est le petit bébé Yoda. Série qui a été créée à l'origine là, pour Disney+, par le réalisateur Jon Favreau, qui va réaliser le film, qui va être le premier film au cinéma, là, un film au cinéma, oui, depuis Star Wars The Rise of Skywalker, qui est sorti en 2019. Il faut dire que Star Wars a des problèmes disons, depuis qu'ils ont sorti plusieurs films back-à-back. Ça a un petit peu dilué leur brand ou l'importance de leur brand au cinéma. Et depuis, en fait, 2019, il avait fait un stop aux sorties cinématographiques. Et là, ça va être la première depuis. Ça sera produit par Kathleen Kennedy, Dave Filoni, qui est aussi un des grands architectes de l'univers de Star Wars. Récemment, il y avait eu une promotion aussi pour avoir beaucoup plus d'input dans les projets divers qui touchent à l'univers de George Lucas. Donc, ça s'en vient. D'ailleurs, même Dave Filoni est en train de travailler sur son propre film basé sur les personnages spin-off de l'univers de The Mandalorian, parce qu'il y a eu Ahsoka, il y a eu, d'ailleurs, la 2e saison est en préparation. Sinon, il y a 2 autres films en préparation qui avaient déjà été annoncés. Un projet qui se passe à l'origine des Jedi, réalisé par James Mangold, qui est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et New Jedi Order, on n'a pas plus de détails par rapport à ça, mis à part que Daisy Ridley va être de retour. Donc, on voit qu'on essaie de mettre aussi des briques là, pour le futur de ce qui sera Star Wars, parce que ça va être éventuellement des lignes de temps qu'ils vont vouloir exploiter. Puis je dis ça sans ironie, c'est vrai. Tant qu'à patauger dans les mêmes périodes entre tel film et tel film, il va falloir qu'il aille de l'avant éventuellement. Mais en tout cas, là-dessus, moi, je trouve que Jon Favreau, c'est un réalisateur adéquat, vraiment le fun, vraiment un passionné de Star Wars. Donc, je suis content de voir qu'il y aura suite à la série de Mandalorian au cinéma. Puis sinon, parce que là, si je parle de Star Wars, il faut que je parle de Star Trek. Puis je sais que vous attendez que je parle de... C'est obligé? Dans mon cas, moi, j'ai pas le choix. OK. Donc, il faut que tu gardes la balance. Dans mon contrat, dans que je me suis... Exact, c'est ça. Sinon, je perds un pied. Donc, après plusieurs projets avortés du côté de Paramount Pictures, ils vont finalement aller de l'avant avec un nouveau film de Star Trek qui sera produit par la maison de J.J. Abrams, Bat Robot. J.J. Abrams qui avait un peu revampé l'univers de Star Trek à l'époque, en 2009. 2009! Gang, ça fait longtemps, hein? Avec la Kevin Timeline. Donc, le prochain film... Kelvin Timeline. Excusez, j'ai nous bouché, hein, je suis encore malade. Kevin! Réalisé par un certain Toby Haynes qui avait réalisé certains épisodes de la série Star Wars Andor que j'ai beaucoup aimé l'année passée. C'est une série que j'avais particulièrement affectionnée. Si vous avez le Star Wars Fatigue, on est ailleurs. Là. Ça pourrait être une série qui se passe dans un univers cyberpunk contrôlé par un gouvernement dystopique là, totalitaire, puis oubliez Star Wars. Il n'y a pas de petites créatures qui arrivent qui dansent une petite danse, là, puis qui vont faire 10 000 jouets par rapport à ça. C'est vraiment, on est dans une autre vibe. Moi, ça m'avait guéri de ma rage créée par la série d'Obi-Wan. C'est dire. Ah, c'est que c'était pas bon. Parce que j'étais vraiment fâché après ça. J'avais fait une croix sur toute Star Wars. Il y a des scènes qui sont vraiment gênantes. Il y a des poursuites en forêt après une petite fille. Je sais pas qui a fait. Tu sais, comment ils ont pensé. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. En tout cas, mais Andor, c'est vraiment bon. Yeah. Puis, ça va être scénarisé par un certain Seth Grahame-Smith. Donc, ça s'en vient. Prochain film de Star Trek. Ça va se passer dans la période avant le film de 2009. Fait que je sais pas si ça va être dans la Kelvin Timeline ou rebaptisé la Kevin Timeline ou ça sera dans l'univers actuel, mais comme c'est réalisé par comme c'est produit par Bad Robot, j'ai l'impression qu'on va rester là-dedans. Ouais, mais Timeline, c'est une manière de justifier des nouveaux acteurs, tu sais, puis de ramener des nouveaux des personnages connus avec des nouvelles faces. C'est ça l'affaire. C'est parce que là, c'est comme toutes les franchises. Toutes les franchises des timelines. Des timelines puis tout. Tu te souviens-tu dans le temps, on en parlait, Simon, il y a genre 10 ans de ça. Là. On l'a dit, là. Regardez, le Marvel, si ça pogne éventuellement, où est-ce qu'ils vont aller, c'est les timelines. Là, ils sont dans les timelines jusqu'au cou. Puis tout le monde est dans les timelines. Ouais. C'est un procédé narratif vraiment utilisé beaucoup en comic book pour justifier plein de séries puis plein de détournements. Puis là, toutes les franchises l'utilisent. Ça permet de se débarrasser des acteurs cancel aussi. Il y a ça aussi, oui. Ben, surtout dans le cas de Marvel, là, qui vont devoir remplacer Jonathan Majors. C'est pratique. Oui, ça c'est pratique. Fait que moi, c'est tout ce que j'avais pour cette semaine. Est-ce que, Simon, il te restait quelque chose? Écoute, moi, je peux prendre vraiment beaucoup de temps pour vous parler de films que j'ai regardés. Si tu veux. Mais en fait, garder pour la prochaine fois. Je pourrais mettons, je vais en choisir 3. OK. Dans mes affaires.
Puis je vais essayer de faire ça plus rapide. Mais j'ai continué ma recherche de Vanity Project et j'ai écouté une couple de films, dont un excellent, entre guillemets, qui s'appelle City Dragon. Excuse-moi, Simon, en parlant d'excellence, on a notre ami Jake Dion qui vient de se rejoindre au radio. Bien sûr, son micro marche pas, mais ça, c'est longtemps. Ouais, oui. Ouais, ben, tu sais. Ouais, là, il fallait que ce soit égal à l'humain. Ah, un classique. Ben oui, Jay. Ouais, change pas. C'est ça. Ouais, change pas tes settings. On vous jure qu'il est là pour vrai. Pour vrai, pour les gens qui écoutent pas la diffusion live, il est là pour vrai. Calice. Parce que j'ai dit à Jake. Prêcha ça. Ah, Christy, hein. Il est très coussé-coussant en ce moment. C'est vierge. Ouais. Allô, les amis. Ah, voilà. Bon, Jake, c'est parce que j'ai dit à Jake. N'oubliez pas, size matters. Oui. Oui. C'est ta tasse que t'as, que personne ne va voir parce que c'est un podcast. Mais, ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai dit à Jake, ça fait quand même 18 ans que le podcast existe, fait que tu pourrais venir faire un petit coucou. Fait que là, il m'a tordu le bras. Tordu le bras. Puis j'ai dit aussi, dans 18 ans, je vais être mort. Fait que t'es aussi bien de le faire tout de suite. Ben, dans 18 ans, c'est quand ça? Tu vas avoir quel âge? Je vais avoir. Attends une minute. Genre. Hey, Chris. Non, m'envoie pas là. 54? Non. Non, genre 60. Je vais avoir 62 ans. Ah, 18, ouais. Ouais, c'est ça. Arc. 62 ans. Puis, on va encore faire les mystérieux. Ah non, je vais être mort, moi. Ben, moi, j'ai l'impression que je meurs dans les 10 prochaines Ben non, années. tu vas toutes nous enterrer. Non, c'est moi, ça. Ah non. Moi, j'ai dit, je te l'ai dit à toi aussi, Ben, mais mon rêve, c'est. Ma peur, c'est pas de vieillir, tu sais. Non. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on soit tous dans le même CHSLD, là. Ah oui? Ouais. Qu'on fasse encore des podcasts ensemble, qu'on game encore ensemble. Même si on a 80 ans, 90 ans. Ce serait le fun. On va rejouer puis on va écouter les mêmes séries en loop, finalement. Oh, micro-dosé. Micro-dosé pour apprivoiser la mort. Moi, je vous ai dit que je commençais l'héroïne à 79. Oui, ça fait. T'arrêtes pas de nous le dire, ça. C'est, pourquoi 79? Pourquoi t'as pas 80? 80. Ouais. On voit que c'est pas coulé dans le béton. C'est un projet flou, là. Je pense que tu devrais commencer à ta dernière journée de 79 ans, puis espérer survivre, puis passer à 80. Oui. Là-dessus. C'est ça. À ton party de fête, genre. Ouais. Exact. Je veux pas être témoin de ça, je suis désolé, mais non. Je veux pas... Parce que je me dis, mettons là, que je deviens accro. Là. Ben, c'est pas. Tu vas pas peut-être si tu deviens accro. J'ai 80 oui, mais ans. c'est pas grave. Ben, comment ça, c'est pas grave? C'est de l'héroïne. Puis là, il y a tous les problèmes de fentanyl. En ce moment, le monde font des overdoses. Ils vont avoir vécu une belle vie, là, rendu là. Ouais, c'est bien ça. parti. Là. C'est assez vieux pour faire un mort, comme on dit. Vous êtes Partir sur un high, tu sais. Ben oui, c'est ça. Littéralement. Exactement. Mais là, j'en parlais tantôt avec Gauthier. Jake, toi, la semaine prochaine, tu vas être aussi à Angoulême. Oui, puis c'est dans mes pensées pas mal à tous les minutes depuis quelques semaines. Là, je suis là-dedans. Là. J'ai comme un paquet d'affaires à préparer d'ici là. Puis je suis bien énervé, je suis bien excité. Il y a un de mes idoles qui va être présent. C'est un mangaka qui s'appelle Hiroaki Samura qui a fait L'Habitant de l'Infini ou Blade of the Immortal en anglais. Puis lui, je le lis depuis que je pense que j'ai 14 ans, genre, tu sais. Fait que là, genre, il va être là. C'est la première fois qu'il sort du Japon de toute sa carrière. Il paraît qu'il s'est fait faire un passeport pour Angoulême. OK. Il y a même, lui et son éditeur n'a jamais considéré sortir. Fait que ta trajectoire va ultimement comme consolider, comme tu vas croiser lui aussi. Là. Vous allez vous croiser en même temps. Ben là, c'est sûr qu'on va prendre des shots ensemble. Ils vont faire des shots. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense pas le rencontrer. Il fait juste 2 séances de dédicace. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des grosses files. Puis tu sais, moi, je suis là aussi pour vendre et pour faire la promotion de la BD québécoise. Fait que, sauf qu'il y a un masterclass samedi matin. Puis ça, je me suis déjà inscrit à y aller. Fait que je suis bien excité, ça va être bien le fun. Il y a plein d'auteurs que j'ai hâte de rencontrer là-bas, que je connais en ligne depuis longtemps, dont Guillaume Saint-Gelin, qui a fait PTSD, qui a fait... dont on vient de parler. On vient de parler, oui. C'est ça. On se connaît depuis longtemps sur à l'époque des forums.
Oui. Café salé. Oui, je suis. Là, on va se rencontrer pour la première fois. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires de même qui vont se passer, qui vont être magiques, mais c'est surtout que je vais être avec mes buddies. Oui. Je vais être avec mes buddies là-bas, moi, là. Oui, on va pas être Jake représente le Canada, mais il est tout seul, là. Non. On va être avec Gauthier. Ouais, je suis jaloux, là. Tout le monde va être là. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Bien excité. Juste, tu sais, tout le trip qui vient avec ça, là. Tu sais, genre prendre l'avion avec Gauthier. On va s'envoyer des messages de genre, là, tu peux faire sauter la bombe. Non, tu fais pas ce genre de joke-là parce que tu vas te retrouver. Tu peux pas faire ça. Moi qui cache un gun en plastique dans les bagages à Gauthier juste avant qu'il fasse son check-in. Rire, mais rire, là. Des belles anecdotes. C'est ça. OK. Là, fais-toi pas tirer en France, en Belgique, là. Faites ça en revenant. Ouais, c'est ça. Pour avoir... vivre en Boulène, puis après... Ouais. OK. Ben écoute, on a déjà une rendez-vous aux auditeurs, auditrices... de l'Europe au complet, à votre table. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont aller vous saluer. Ce serait le fun. Ouais, je sais pas c'est quoi c'est 6 heures de décalage ou c'est moins que ça? C'est 6 heures? Ouais, à peu près, ouais. Parce que ça serait drôle de popper up un moment donné au Mystérieux, mais de là-bas. Pas là-bas, tu peux t'essayer. Tu sais, avec mon sel, là, filmé dans la rue. Là. Oui. Bonjour les copains! Oui, être super désobligeant pour tout le monde, en imitant l'accent. Genre d'affaire que nous autres, on adore quand les Français font ça avec nous autres. Oui. Ah oui, on aime ça. On aime ça en Christ. Mais bon voyage, Jake. Merci d'être passé. Ben oui, c'était juste pour vous donner un bec. Vous le savez que j'ai hâte de refaire des podcasts avec vous autres. J'ai hâte de refaire des podcasts avec vous autres chez Ben. Oui. Ben là, l'option est ouverte. Là. Ça, c'est cette semaine, les gens voulaient rester chez eux, mais à chaque semaine, maintenant, l'option est ouverte. Est-ce qu'il reste de la tequila de The Rock? Je pense que vous l'avez fini, en fait, la tequila de The Rock, quand vous êtes venu pour le spécial de Noël. Il n'y en avait plus le lendemain, fait que je sais pas ce qui est arrivé. C'était-tu avant ou après qu'on check la porn de Minecraft? Ça, c'est... Moi, j'ai pas regardé ça. Si vous avez utilisé ma connexion Internet pour ça, je suis pas au courant. Je n'étais pas là quand vous l'avez faite. Oh oui, t'étais là. J'étais tellement fatigué à la fin, je m'endormais. Là, ben, c'est ça, je pense que t'as bloqué ça de ton cerveau. Oui, probablement. T'étais bel et bien là. Pendant que moi, j'étais sur ma chaise, genre 2011 style, à dormir, vous étiez en train de regarder la porn de Minecraft, pour vrai? Oui, tu commentais pis tout. Pour vrai, je pense que vous êtes en train de me niaiser. J'ai aucun souvenir de ça. Non, tu commentais puis... J'avais des opinions, là. T'avais des opinions, ouais. Wow, OK. Ben, c'était pas des opinions super développées. C'était plus comme, wow, ouais, c'est fucké. Hey, mon cerveau, il a fonctionné sur tout ce qui restait d'énergie parce que j'ai zéro souvenir de ça, là. Mais googlez ça, tout le monde à la main. Non. Pas obligé. Pas obligé. Non, c'est correct. C'est-tu du monde qui ont des boîtes sur la tête ou c'est quoi? Comment c'est? Juste pour me situer, mettons. Ben, c'était ça notre questionnement, Ben, au départ. Oui, je me souvenir de ce que ça a l'air. Avec du cosplay de Minecraft, tu sais, genre des boîtes puis des épées en pixels ou whatever. C'est ça. Mais non, c'est fait dans l'engin de Minecraft. Oui, OK. Et c'est ultra produit, là. Il y a du voice acting, il y a des compositeurs, il y a des editors. Je me souviens qu'on a eu cette conversation-là. Là, ça commence à revenir, mais j'ai pas de visuel dans ma tête. Voilà. OK. Bon, ben merci, Jake. C'est ça qui nous est arrivé. Alors, c'est cet homme qui va représenter le Canada. C'est ça. C'était ça que j'ai servi dans la vie. Vous informer sur la porn de Minecraft. Mais je vais continuer à vous écouter. Là. Je fais de la paperasse, fait que c'est super dull. Mais vous allez occuper mon cerveau, fait que vous pouvez me niaiser, là, je vais vous écouter. OK, c'est bon. Merci. Bon voyage. Cause pas d'incident diplomatique. Là. OK. Je vais essayer. J'ai pas envie de vous lire aux nouvelles. Là, non, là. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, bye. Ciao, bye. Voilà. Excuse-moi, Simon, on t'a comme bloqué. On t'a comme coupé dans ta nouvelle. C'est correct. Tu veux-tu garder ça pour la prochaine fois ou tu veux y aller? Ouais, prochaine fois. Toi, Gauthier, t'avais-tu un dernier truc? Je suis fatigué. OK, c'est bon, parfait. Gauthier? La saison 3 de Welcome to Wrexham a été annoncée. OK. Donc, pour les fans de Wrexham, le club de football qui a été acheté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Yes. Vous allez avoir d'autres contenus de foot. Excellent. Bon. Puis toi, t'étais vendu là, par cette série-là, d'ailleurs. Là.
J'adore ça. Je trouve que c'est une manière innovante de faire du storytelling au 21e siècle. Bon, high praise. Toi, Laurent, t'en avais, j'imagine, parce que tu viens d'arriver. Là. J'ai un petit fun fact Président. À vous mentionner. C'est parce qu'on a beaucoup parlé de Mickey Mouse qui rentrerait dans le domaine public. Vous ne me voyez pas à la maison, mais je fais des guillemets en ce moment, ces temps-ci, parce que ça fait 70 ans que... Plus de 70 ans, il y a eu une extension sur les droits. C'est ça. En tout cas, Mickey Mouse rentrerait dans le domaine public, mais c'est un peu compliqué parce que ça serait pas toutes les Mickey Mouse, ça serait pas Mickey Mouse at large, ça serait le Mickey Mouse de Steamboat Willie, mais peut-être que pas tant que ça, parce que vu qu'il a été intégré dans des logos, ça rentre dans une autre catégorie de... écoutez, c'est compliqué, c'est pas moi qui va vous l'expliquer, mais si jamais vous avez envie de quelque chose d'autre qui est tombé dans le domaine public et qui est sûrement moins compliqué à gérer, sachez que le personnage de Bécassine, ce grand fleuron de la bande dessinée franco-belge, est aussi tombé dans le domaine public en janvier 2024. Voyons donc. Bécassine d'horreur, Bécassine. Ouais, c'est ça. Oui, comme on a eu Winnie the Pooh l'année passée. Blood and Honey. Ouais, fait que Bécassine, Blood and Bécasse, I guess. Oui, parce que Émile Joseph Porphyre Pinchon est décédé en 1953. Donc, si vous voulez prendre le relais, c'est maintenant ou jamais si vous voulez être le premier. Puis qu'il n'arrive pas comme il y a eu Orwell il y a quelques années où il y a eu genre 46 adaptations de 1984 en bande dessinée en même temps parce que le texte était tombé dans le domaine public. Mais à quand le domaine public pour le Scrameustache? Ils sont pas morts. Fait que... ils sont deux, ça série, je pense. En tout cas, il y a eu Goss. Il s'appelle Goss. Qui dessine ça depuis les débuts, qui, lui, n'est toujours pas décédé. Je sais que longtemps, moi, je me rappelle qu'il y avait un certain Walt qui scénarisait avec lui pendant longtemps. Je suis pas sûr qu'il est encore là-dessus. Je dis ça fait quand même un bon bout qu'il n'y a pas eu des nouveaux Scrameustaches, mais personne n'est décédé. Fait que... Les derniers sont plutôt pic-pic aussi au niveau du dessin. Là, tu vois oui, mais est-ce que ça l'a toujours été? Je pense que t'es dur un peu. Là. J'ai hâte au Bécassine-verse. Ah oui. Le timeline de Bécassine. Bécassine, oui. Le steampunk Bécassine, j'ai vraiment hâte. Excellent. T'avais quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Je pense qu'on a fait le tour. Je savais que j'arriverais tard. Oui, c'est correct. Et en plus, j'ai fait ton parcours parce que j'étais allé au rap party du Sapin Les Boules ce samedi dans ton quartier. J'étais à côté de chez toi. Tu m'as rien dit. Là, c'est parce que j'allais à un party. Si je voulais que je te dise quoi. Hey, je vais dans un party pour lequel t'es pas invité. T'aurais pu me dire, genre, hey, ton appart, c'est bien. Hey, ta gueule. Tu fais référence à quelque chose que tu sais, qui est personnel, ta gueule. Mais. mais là, on a 18 ans. Là. Oui, le show a 18 ans. Oui, c'est ça. On peut enfin raconter tes histoires salaces, Ben. J'ai pas d'histoire salace en plus. J'ai pas d'histoire salace. Je suis tellement grand-père. Non, c'est pas. Non, j'ai pas d'histoire salace. Mais donc, ça prend du temps à marcher du métro. C'est ce que je voulais dire pour aller chez vous. Oui, c'est une marche. Ouais, c'est pas plus simple que tu viennes directement ici? C'est ça que je comprenais pas quand je t'ai invité. Ça va plus vite, ici. Oui, mais en fait, va falloir y réfléchir selon on va rentrer dans le technique. C'est parce que là, moi, je marche jusqu'ici. Ouais. Parce qu'effectivement, du métro, ça me prend le même temps. C'est ça. Fait que là, je le fais à pied. Mais est-ce que c'est pas plus boboche si je sonne à ta porte en plein milieu du show que si je fais ping? C'est là où je te fais une copie de ma clé, puis je te laisse la porte débarrée. Oh, là. La confiance que j'ai. Mais sauf que, en fait, je te donne juste la clé d'en bas, comme ça, tu peux pas rentrer chez nous quand je suis pas là. Mais je te fais une copie de ma clé en bas. J'ai même pas fait ça pour une personne importante dans ma vie, fait que, tu sais, tu vas avoir ma clé. OK, peut-être. On s'en parlera, là. Oui. On s'en parlera. Puis tu peux retourner en taxi après. Taxi qui est rendu possible, financé par votre contribution Patreon, justement. Donc, voilà. Oui, mais là, à un moment donné, là, c'est long, là, le retour. Moi, je suis pas un gars de taxi. Pour moi, je sais. Toi, t'es beaucoup... pour moi, je pense que cette limite-là est différente pour chacun, mais pour moi, les taxis puis les femmes de ménage, c'est la bourgeoisie. Oh oui, OK. Ouais, wow. C'est là que je trace ma ligne. Je mets ta ligne. Je suis capable de me déplacer moi-même. Fait je vais pas payer un subalterne pour ça, franchement, mais
c'est pas un jugement pour ceux qui l'utilisent, mais comme pour moi, oui, mais j'ai des pieds, puis j'ai une passe de métro. OK, mais c'est qu'à mettons, là, Simon, il vient. Simon, il vient, puis là, il retourne dans Schlag, puis il passe par, justement, parce que c'est comme sur le chemin. Tu prendrais pas le lift. Oui, sûrement que oui. Ouais, là, c'est ça que je me dis. Ouais, mais c'est les ça, conditions, mais là, hein? ça devient du covoiturage. Ah, c'est pas pareil. Dans une autre catégorie. Sur le bras d'un bourgeois comme moi. Ouais. Non, ça serait le mystérieux qui paierait rendu là. Non, mais si vous venez de faire le show, là, c'est le minimum. Là. En tout cas, on parlera tout ça. C'est pas une conversation pour tout le monde qui nous écoute. C'est full intéressant. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à tous ceux et celles qui ont continué à nous encourager sur Patreon durant l'absence qu'on a eue, à peu près presque un mois, 3 semaines, un mois, qu'on n'a pas fait de show. On vous rappelle qu'en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants où les gens, encore aujourd'hui, se partagent des articles, on écoute des films. C'est vraiment une super belle petite communauté. On est surtout actifs là-dessus. Je suis pas vraiment actif sur Facebook, Instagram, tout ça m'intéresse pas. Je suis plus intéressé par notre communauté Discord. Également, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à du contenu exclusif, dont Bifurcation, qui est un podcast exclusif que je fais en ce moment avec mon ami Rémi Fréchette. On va finir notre cycle de Lynch. Il nous reste 2 films. On finit avec England Empire, puis après, on continue avec le cycle dédié à Ernest. Ça s'en vient. Vous avez ici en exclusivité à l'avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore. Il y en a un qui va sortir cette semaine. Oui. J'ai de catcher que vous allez passer de Inland Empire direct à Ernest. Yes. Je peux pas imaginer un plus grand clash. Moi, je ne peux pas imaginer de meilleure décision parce que des fois, pour comme te réorienter, il faut que tu sais, comme des fois, il faut que tu arraches le plaster. Oui. C'est vrai que c'est désorientant Inland Empire. Oui, exactement. Je suis d'accord. Exact. Le premier Ernest aussi. Le premier Ernest, c'est quelque chose. Mais il y en a des bons. Là. Celui contre les trolls, il est pas pire. Celui d'Halloween contre les trolls. Mais c'est tout ça pour dire que Terre humaine chez Isidore va avoir un nouvel épisode cette semaine sur le Patreon. Ça veut dire que le nouveau accessible pour tout le monde va être aussi disponible cette semaine. Les non-bourgeois. Les non-bourgeois. Mais merci aux bourgeois parce que sinon on fermerait les lumières. Merci. En début d'année comme ça, il y a 2 nouveaux épisodes de podcasts qui sont produits par les Mystérieux. On a Noël chez Isidore qui a un nouvel épisode qui est sorti la semaine passée. Et on a même Terre Kaiju qui est revenu d'entre les morts, qui a fait un épisode la semaine passée. Et puis là, on a Terre humaine chez Isidore qui s'en vient. Donc votre contribution, elle est bien investie pour les gens qui s'intéressent. Allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Arrêtez, recommencer comme vous voulez. Sans vous, on ne peut pas garder lumière à l'année. Donc, c'est très, très, très apprécié. D'ailleurs, si vous voulez nous encourager de différentes façons, vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur les plateformes de podcast. On y est partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, qui va bientôt fermer ses portes, là, mais quand même, on va être sur YouTube. Spotify, Amazon Music et les plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Puis on est sur les plateformes de bullshit, là, genre Facebook, Instagram, tout ça, mais on est surtout sur Discord. Oh. Hey, je peux te dire de quoi avant? Sure. On quitte pour la pause. Tu sais, j'écoute beaucoup de crap, oui, mais de ce temps-ci, je fais un rattrapage de 2023 pour des bons films. Ouais. Puis j'en ai vu un que tout le monde, il y a bien des gens qui l'ont vu, mais je voudrais juste dire que Vampire Humaniste, Cherche suicidaire qu'on s'entend, c'est un des meilleurs films de l'année. C'est un film québécois, hein, je pense. Ouais. Moi, je l'ai. Ah ouais, c'est vraiment ta zone. En fait, je suis surpris que tu l'aies pas vu avant. Je pense que j'en ai parlé. Je sais pas si j'en ai parlé sur le Discord ou j'en ai parlé ici en émission, mais j'ai écouté. Je pense que je l'ai dit à l'émission, je suis désolé si je me répète, là, mais j'ai écouté Booksmart comme d'Olivia Wilde, puis j'ai fucking aimé ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment drôle. C'est super drôle. C'est comme un American Pie sans tous les côtés wrong de la série. Genre, c'est vraiment brillant. Puis super bonne performance des 2 actrices. Bon, on va prendre une petite pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Premier sujet de 2024, premier sujet du début de la 18e année des Mystérieux Étonnants. On parle de Wolverine Snicked de Tsutomu Nihil. Voilà. Sorti en 2003 originalement et republié récemment par Marvel Comics. C'est un one-shot. À savoir si c'est canon, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Donc, c'est comme un peu l'interprétation, si vous voulez, d'un mangaka de l'univers de Wolverine. Ça m'enseigne que Wolverine. Puis l'histoire est assez simple. C'est Wolverine qui chill à New York. Puis il se fait
kidnappé par une voyageuse de l'espace-temps. Il se fait amener dans un futur qui est dystopique, où il y a quelques survivants seulement de l'humanité. L'humanité qui a été éradiquée par une forme de vie créée en laboratoire, qui peut prendre plein de formes, qui peut s'adapter à volonté et qui ne peut être que détruite que si on détruit l'espèce de orbe, de sphère qu'elle possède en elle. Et donc, pour sauver l'humanité, on a décidé de ramener Wolverine dans le futur parce que c'est le plus grand des tueurs, de tuer cette menace. Et c'est pas mal ça, man. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est un sketch... c'est un visuel qui fait très penser à c'est une approche un peu sketchy, très, très, très dynamique, qui est aussi basé dans la tradition du manga. Puis ben voilà, on va faire le tour rapidement pour voir si vous avez apprécié ça. On va commencer par Simon. Allons-y comme ça. Vous savez que c'est les 50 ans de Wolverine. Ben oui, il fait pas. Ça veut dire que Sabretooth doit revenir pour torturer un de ses proches? Oui. Bonne fête! Yeah! Bonne fête. Ben, j'ai aimé ça, mais je pense que c'est pas l'histoire la plus intéressante. Je pense que c'est plus l'art qui vient, qui attire et qui est la raison d'être de cette BD-là. Très bien dit. Toi, Gauthier? Moi, j'étais hypé en voyant que c'était l'auteur de Blame. Mais parce que j'avais bien aimé, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait visuellement sur Blame, même si on voit dans Blame certaines faiblesses sur le scénario qu'on voit aussi dans Snicked, là, c'est-à-dire qu'on lit Blame principalement pour les ambiances, puis pour le chemin, tu sais, que le personnage va parcourir, puis les créatures étranges qu'il va rencontrer sur son chemin. Puis là, étant donné que c'est une BD qui fait environ 130 pages, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce plaisir-là du parcours dans une terre étrange, puis extraterrestre, puis de l'espèce de, pas de la nostalgie, mais tu sais, l'espèce de contemplation de ces lieux désolés-là. Pour moi, ça ne l'a pas fait, là, malheureusement. Là. L'art, je trouve j'aurais laissé cette bande dessinée-là en noir et blanc. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, Monsieur Laurent? Même chose, j'ai pas bien aimé ça. J'ai trouvé qu'effectivement, sans que ça soit ennuyant, c'est plutôt convenu. Ouais. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça hideux. Ah oui, tu as trouvé ça hideux? Ouais, je trouve les couleurs sont... Puis tu sais, c'est les 3 pages de... Genre, voici des pages de quoi il y avait l'air en noir et blanc. Ils sont vraiment crève-cœur. Je suis comme, pourquoi tu me montres ça? Déjà que j'étais pas fan au début, je suis comme, vous avez tout gâché 100% des pages. Sérieux, pour vrai, je pense que c'est la meilleure partie du livre. Ouais. Ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, il y a comme une période de transition à la fin des années 90, début des années 2000, où tu sais, là, la colorisation puis les outils tels que Photoshop étaient beaucoup plus puissants, fait que les effets, il y en avait partout. Là. Puis ça m'a fait penser à ce genre de traitement-là. En plus, je pense, c'est pas les 20 ans de ce livre-là aussi. Là, il y a 20 est sorti, ans. Genre en 2003, d'ailleurs, Wolverine, il y a son saut de New X-Men de Grant Morrison, là, qui est de cette période-là, très cuiré. Ça fait 20 ans. Puis, ça fait 20 ans. Puis, tu sais, je me rappelle, effectivement, il y avait une grosse mode. Là, il y avait même refait les couleurs de l'Incal de Moebius à cette époque-là, avec ces espèces de teintes métallique lustré là. Puis honnêtement, moi, c'est vraiment une esthétique qui me répugne. Fait que je suis comme, tu sais, d'autant plus que j'ai pas beaucoup lu Nihei en manga. Ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, mais surtout beau. Puis là, je suis comme, il y a même pas ça. Genre, vous m'avez sacré une palette de couleurs dégueulasses là-dessus. Je vois pas pourquoi... Non. Ça, pour moi, je trouve que c'est du gâchis en plus que, justement, de ressortir le livre, là, c'est le 20e anniversaire, puis de pas en avoir profité pour faire une belle correction. Édition, c'est ça. Ouais, c'est un peu décevant. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus déçu par rapport à la bande dessinée. Il aurait pu faire un genre d'habillage complètement noir et blanc avec de la trame, tu sais, rester carrément dans les codes du manga, ça m'aurait pas dérangé. Là, je sais pas pourquoi ils se sont ostinés à vouloir absolument mettre de la couleur. Puis, tu sais, c'est une couleur qui est souvent dans le beige, puis des bruns pas beaux, puis qui est un peu texturé. C'est pas esthétiquement parlant, c'est pas très 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 joli. Puis pourtant, moi, la proposition en partant, j'étais
J'étais full embarqué. OK, c'est un mangaka qui veut qui veut comme avoir son interprétation, il va faire livrer une histoire de Wolverine. I'm in. Je m'attends pas beaucoup de dialogue, je m'attends beaucoup de baston. Puis c'est ça, jusqu'à un certain égard, mais je m'attendais comme un petit peu plus quand même. Fait que j'ai pas détesté la BD, je suis comme content de l'avoir lu, mais c'est pas l'expérience auquel je m'attendais. Genre, je m'attendais un petit peu plus. Puis en partie, ça a été freiné, mon appréciation, à cause de l'art, mais aussi l'histoire, que j'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu plus complexe. Quand ça se termine tellement subitement que ça peut pas être ça. Il va y avoir autre chose, il va y avoir des conséquences à ce que je viens de voir. Puis non, la BD finit de même. Puis c'est... Voilà, merci. Tu sais, il y a une portion de l'histoire au début où on nous raconte en narration off comment les scientifiques sont arrivés à modifier une bactérie mangeuse de chair pour pouvoir bouffer comme tous les déchets sur la Terre puis décontaminer la Terre, puis là que ça s'est comme emporté, puis pourquoi vous nous avez pas raconté cette histoire-là à place? Genre, c'est fait comme... Puis en plus, la fonte est dégueulasse, là. Genre, c'est écrit super gros. Puis, tu sais, j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose de pas fini, puis c'est vraiment frustrant quand tu considère que c'est quand même un grand artiste. Tu sais, ils sont allés chercher un artiste super populaire au Japon qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves, qui a une série qui fonctionne vraiment bien. Je pense même qu'en 2003, ça fonctionnait déjà très bien, Blame. Là. Fait que tu sais, c'est comme un manque de respect, je trouve, d'avoir en plus réédité ça en 2023 sans, justement, comme vous l'avez dit, tu sais, bonifier. Mais est-ce que... Parce que je lisais un peu à la fin de la BD, quand on nous montre les images en noir et blanc. Ouais. Puis ça disait, c'est sa seule BD en couleur. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est lui qui a voulu faire ça ou c'est genre Marvel qui a exigé? C'est peut-être ça, ouais. C'est ça. Mais ils sont frileux. Tu sais, même quand ils font ça, là, les grosses majors américaines comme ça, quand ils vont chercher quelqu'un d'étranger, ils vont chercher le nom, mais ils essaient quand même de le faire fitter dans leur moule. C'est pas vrai qu'ils allaient sortir un truc en format manga... un one-shot de 200 pages de même. Là. Il est quand même sorti 5 numéros dans un format américain en couleur. Tu sais. Ouais, c'était pas... Peut-être plus maintenant, là, mais à l'époque... Non, aujourd'hui, je pense que cet album-là serait sorti comme une édition complète, pas nécessairement single, mais à l'époque, on était dans une période de transition. Puis je me souviens que... Là, aujourd'hui, c'est comme acquis, là, mais jadis, surtout aux États-Unis, on parlait de la conquête qui s'en venait des mangas. Conquête qui avait déjà eu lieu aux États-Unis, en Europe, notamment en France, en français. Mais aux États-Unis, ils parlaient de la croissance de consommation du manga chez les jeunes. Puis donc, je peux imaginer quelqu'un qui se dit « Ah, on va payer ce gars-là, là, ça a l'air qu'il pogne. Là. C'est une expérimentation éditoriale, mais on va mettre quand même nos balises. » Puis nos balises, ça va être un genre en plusieurs numéros, en plusieurs singles. Puis juste du noir et blanc, non, les Américains n'aiment pas ça. Il faut que c'est trop indie. Fait qu'on va mettre de la couleur. Puis ça a donné le résultat que ça a donné. Ça. Mais pourtant, j'en ai lu des one-shots qui datent de quelques années avant, qui étaient en noir et blanc de Wolverine. Tu sais. Okay. Je sais pas pourquoi ça, il fallait que ça soit en couleur, mais ça marche pas. C'est pas tant la couleur, c'est que c'est le traitement de la couleur. Parce que quelqu'un qui aurait eu, je veux dire, je veux pas insulter le coloriste, mais quelqu'un qui aurait eu le talent de jumeler sa colorisation avec le dessin de l'auteur, là, ça aurait marché. Il y a des plans, moi, je me souviens d'une case où Wolverine, il se tourne vers, finalement, le lecteur, la caméra, si vous voulez, puis il est complètement blême. Ce traitement-là m'a pas dérangé, mais le contraste avec le fond qui est en couleur est vraiment weird. Ça, il a l'air d'un fantôme. C'est comme s'il était maquillé d'en face. Fait que le jumelage des deux ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui dit à Wolverine qu'il a besoin de vacances. Ça marche pas. Oui, c'est ça. Exact. Moi, je me souviens de l'avoir acheté à l'époque en numéro parce que c'était un big deal. Puis je comprenais pas trop pourquoi, parce que je connaissais pas l'artiste. Mais je l'ai acheté, puis tu sais, je pense que j'ai eu la même réaction. Tu sais, c'était comme, OK, c'est correct. Mais genre, je comprenais pas c'était quoi l'intérêt. Puis là, je trouve qu'on parle beaucoup des couleurs avec raison, puis je sais pas si c'était à cause de ça, puis si c'était à cause de ça que ça m'a pas donné le goût de creuser le plus qu'il faut, là, mais j'avoue que moi, je m'attendais à ce qu'au moins, genre, tu
sais, justement, il y aura peut-être pas un grand scénario, mais l'ambiance va être là, puis l'action va être là. Puis il y a vraiment beaucoup de bouches. T'es comme, qu'est-ce qui se passe sur cette page-là exactement? Je comprends rien. Genre, il y a vraiment, pour un gars que je pensais que c'était ça sa force, là, il y a quand même beaucoup de problèmes de genre de flou de l'action. De lisibilité. Il y a vraiment la moitié du temps, j'étais juste comme je sais pas qu'est-ce que je suis en train de regarder. Ça avait été contrebalancé avec de la tapoche, ça aurait été le fun, mais la tapoche est finalement disponible, elle est là brièvement au début, quand Wolverine est téléporté dans le futur, puis à la toute fin. Puis il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de montée, là, c'est tapoche, on parle de c'est quoi cet univers-là pendant plusieurs pages au milieu, puis à la fin, on attaque le Big Bad. Puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Puis là, c'est confus, genre. Il y a beaucoup... moi, je pense qu'on sent beaucoup l'influence de la Matrice aussi dans cette BD-là. Avez-vous remarqué? Oui, j'allais en parler. Justement, c'était... tu sais, la date de sortie originale, en plus, tu sais, ça fait comme 1 an, 2 ans peut-être que la Matrice est sortie. 3 ans à peu près. Voire 3. Puis on le sent vraiment beaucoup dans le... Pas les designs de Bébite, là, qui sont très niais, là, qui sont très... propre à l'univers de Blame, mais le design des vaisseaux, les intérieurs technologiques, l'abondance des tunnels, le tunnel, puis à un moment donné, il y a même une des bébites là, qui appelle ça comment, des mandates, un des mandates qui poursuit le vaisseau, puis qui lance des lasers qui se croisent. Ça, c'est une scène dans la frame matrice. Par frame de la matrice. C'est un frame de la matrice. J'étais comme, je comprends que t'as aimé ça, là, Tsutomu, là, mais quand même, là, t'aurais pu quand même te forcer un petit peu, là. C'est peut-être ça. C'était peut-être un side project pour lui qui était pas... il l'a peut-être phoné d'un peu, je sais pas. Je sais pas, peut-être que la pression est tellement énorme pour pondre des pages au Japon que ça, c'est peut-être arrivé comme... En plus de toutes tes obligations, c'est ça. On fait toutes des affaires des fois pour l'argent. Oui, je me lève à chaque fois. C'est ça qui est arrivé. Il a pris le contrat. Why not? Wolverine. Puis, mais c'est pas l'expérience. Je m'attendais à plus. Je m'attendais pas à une grande histoire, mais je m'attendais au moins que ça va saigner. Une affaire que j'ai... c'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai commencé, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, puis on dirait que j'aimais ça, puis je pensais que ça allait être ça tout le long, plus des images, puis finalement, à un moment donné, là, il y en a, fait que j'étais comme, OK, non, c'est pas le mood que je pensais, puis... Fait que, au final, j'étais comme, fallait choisir un ton, puis il l'avait comme pas, en tout cas pour moi. C'est drôle parce que il me semble que les X-Men, il y a tout le temps du voyage temporel. Là. Fait que ce futur-là est un futur possible, mais moi, si j'avais été Wolverine dans cette situation-là, puis là, la situation, là, il n'y a pas de BD, vous allez me dire, mais quand même, quand il se fait dire, ce virus-là va se développer à partir de telle date, j'aurais été comme, fine, renvoyez-moi dans le passé, puis je vais m'empêcher que ça fonctionne. Finalement, c'est né de quoi dans une éprouvette, cette affaire-là? Mais elle est toute pétée, genre. Puis vous avez, c'est vrai. C'est puis là, fin de la BD. Fait que c'est un peu... la première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant la BD quand elle explique c'était quoi la... si ça avait été un univers parallèle ou whatever, je pense que ça aurait plus fonctionné. Mais quand elle explique, on est dans le futur, puis pas dans 3000 ans, là, c'est genre 20 ans plus tard. C'est quoi 20 ans plus tard pour Wolverine? C'est un clin d'œil, il est éternel. C'est là, c'est 2024. C'est en ce moment, c'est ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'autres super-héros dans cet univers-là, j'imagine que c'est un univers parallèle, genre. J'ai l'impression qu'ils l'ont dit, ils ont tout détruit. En fait, ils ont tout détruit les héros. Tous les super-héros, tous les X-Men. Ça se peut. Il me semble que c'est ça qu'ils ont-tu adressé, ça, ou ils l'ont pas adressé? Ouais. Non, ils disent pas super-héros, mais l'humanité. L'humanité a chier, finalement. Ça n'a pas fonctionné. Okidou. On a-tu quelque chose d'autre à rajouter ou on va être encore Des bien belles bébites. Des bien belles bébites. Une bien bonne idée, mais bon, un petit peu laissé surface. Mais c'est un grand fan de Wolverine, je pense que ça vaut peut-être la peine. Mais achetez-vous pas une édition à 30$, là, ça c'est... vous allez peut-être être un petit peu déçus. Ouais. Fait que voilà. Merci, messieurs. Avez-vous quelque chose à plugger? Je sais pas, il me semble que je vous parle jamais ça, mais avec quoi qui s'en vient? Toi, Gauthier, t'es à Angoulême la semaine prochaine? Angoulême? Donc, puis moi d'ici. Puis c'est ça. C'est quoi le Raptor? C'est quoi? Ouais. C'est quoi le Raptor? C'est quoi le Raptor? De rien. On fait des épisodes. Ben oui, c'est quoi le dernier, là?
Lentement mais sûrement, c'est tabarnouche. J'ai un blanc. Tellement, ça voyons, c'est la journée des blancs aujourd'hui. Ouais, tout le monde a eu un blanc. Je ne vois que sur le futur. Oui, c'est vrai, on a parlé du recueil de poésie de dinosaures de Marc-André Lévesque qui s'appelle le Tricératops Canon, que j'avais brièvement mentionné au show déjà, mais on a fait un épisode complet là-dessus. Ça, c'est le baron, ça? C'est lui, hein? Ouais, Baron Marc-André Lévesque. Ouais, il est vraiment bon. Poésie de dinosaures aux éditions de ta mère. Puis on a aussi, si vous n'avez pas vu ça passer, une apparition de Charles Beauchesne qui nous parle de son dinosaure préféré. Bon, c'est génial, ça. Hein? Excellent. Bon, ben, faites attention à vous autres. Attends, Simon, il y avait quelque chose. Ah, Simon, il y avait quelque chose, vas-y donc. Juste dire que le prochain Noël chez Isidore va être notre spécial sur le Bye Bye 1993. Nice. Avec Valérie qui va revenir pour l'occasion. Exact. Excellent. L'année de la Coupe Stanley. Oui, je m'en souviens. Les parents de se divorcer. Puis, toute qu'une émeute. Oui, toute une émeute. Maman Disney World. Excellent. Faites attention à vous autres. Il y a plein de virus qui circulent de ce temps-ci. Fait que prenez soin de vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Bye.